directeur du laboratoire d'ingénierie financière à l'Université Laval. Et donc, professeur, vous allez me dire si je prononce bien le nom du laboratoire. Je crois que c'est Mhm. l'Abiful, c'est ça, hein, Mhm. l'Abiful. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, c'est au Canada. De 2012 à 2020, il a été directeur des relations internationales à la Faculté des sciences de l'administration à l'Université Laval. De 2011 à 2012, directeur des programmes de doctorat et de MSI recherche dans cette même faculté. Donc, c'est autant dire que c'est quelqu'un qui est vraiment ancré aussi fortement dans la recherche. Alors, il a un profil très intéressant. C'est qu'il n'est pas uniquement qu'universitaire parce que je crois que préalablement, alors il va corriger ça aussi, hein, mais préalablement à l'université, il a été dans le monde professionnel. Bon, enfin, comme si les universités n'étaient pas aussi professionnels, hein, mais en général, c'est la dichotomie c'est la dichotomie qu'on donne. Donc, il était Mhm. dans le monde des entreprises et pas des moindres. Donc, de 96 à 98, il a exercé à l'unité de gestion des risques de la Banque africaine de développement. Donc, c'est quand même un profil quand même assez conséquent. C'est non seulement il a pratiqué sa discipline et là maintenant il fait de la recherche, il enseigne dans sa discipline. Il est président du conseil scientifique de l'ENSA d'Abidjan. Pour ceux qui connaissent l'ENSA, c'est l'école des statistiques d'Abidjan qui forme dans la sous-région beaucoup de statisticiens. Il est vice-président de l'African Business and Entrepreneurship Research Society. Il est aussi coprésident de l'Institut panafricain de gouvernance économique et financière. Vraiment un profil assez versatile hein, en tant qu'académique, très engagé. Donc récemment, je donnais justement un talk à Saint-Louis sur l'engagement des académiques. Et je pense que s'il y a un académique qu'on croit sur la plateforme qui est engagé, c'est-à-dire au-delà du monde académique, c'est vraiment le professeur Issoufou. Issouf, pardon, pas Issoufou. Il est aussi au comité de pilotage du programme FSD de l'UMOA, membre du comité scientifique de la revue économique et monétaire de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, donc BCAO. Il est aussi entrepreneur. Donc, vous voyez que la versatilité est quand même assez considérable. Donc, non seulement il connaît le monde de l'entreprise, il est académique, mais il est aussi entrepreneur. Parce qu'il est le président fondateur de l'Institut Soumaré de finance et de l'Université Soumaré en Côte d'Ivoire. Donc, certains peut-être des participants connaissent cette université ou sont peut-être même des étudiants là-bas. Et donc, il est expert en gestion des risques, ingénierie financière, finance durable, finance inclusive, finance internationale. Donc, il a à peu près une vingtaine d'années d'expérience. En termes de contribution, il n'écrit pas uniquement des articles scientifiques. Et donc, ça, c'est quand même important à souligner dans un contexte académique international où on nous pousse vraiment à faire que de la publication académique. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Canada, peut-être il nous en dira un mot, mais lui, il publie aussi des ouvrages. Donc, il a voilà, des ouvrages comme Commodity Exchanges, Concept Tools, Guidelines, qui est publié chez Edward Elgart en 2022. Prise de décision financière, publié à la presse de l'Université de Laval. Voilà, donc, je ne vais pas tous les citer, mais c'est pour vous dire qu'on a vraiment le plaisir d'avoir quelqu'un qui sait de quoi il va nous parler, qui travaille sur les choses dont il va nous parler. Et c'est vraiment un des points essentiels de notre plateforme, c'est de montrer que les Africains font aussi de la recherche et que la connaissance n'est pas géographiquement située. La connaissance est diffuse dans le monde. C'est un peu ça. Donc, cher prof, merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence. On a, c'est vrai, à peine seulement 2 heures avec vous, mais on va essayer de prendre le meilleur de ça. Vous nous dites comment est-ce que vous voulez prendre les interactions. Est-ce que vous voulez prendre les questions au fur et à mesure? Est-ce que vous voulez prendre les questions à la fin? Vraiment, dès que vous avez la plateforme, c'est vous qui êtes le maître du jeu et voilà, vous coordonnez Ça. comme vous voulez. Ok, Voilà. Merci, parfait. prof. Ok, parfait. En tout cas, merci beaucoup vraiment. En tout cas, je dirais merci vraiment à l'AFA. Voilà, donc, avec en tête, en tout cas, Lassou, le collègue Lassou. Voilà, et puis Serge et Conan. En tout cas, merci beaucoup vraiment. Et puis, principalement vraiment à Conan qui, en tout cas, m'a contacté dès le début. On a eu interagi là-dessus. Et puis, pour l'initiative, hein, en tout cas, vraiment, vous êtes au chapeau vraiment. Je pense qu'on doit tous s'impliquer dans ce genre d'initiative pour pouvoir avoir vraiment cette communauté, en fait, là, des chercheurs
chercheurs qui se réunissent et puis surtout, en tout cas, qui peut contribuer vraiment à l'amélioration non seulement des ressources humaines au niveau de l'Afrique, du continent africain, mais aussi, en fait, là, au niveau de la recherche aussi, pour la sensibilisation, pour le partage d'expériences, ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment, chapeau vraiment à vous, en fait, là, pour ça. Donc, c'est à moi de vous remercier plutôt. Je pense que ça doit être dans ce sens-là plutôt que dans l'autre sens. Et merci vraiment pour l'introduction. Et juste comme il a mentionné en fait là le laboratoire d'ingénierie financière, je vais en profiter rapidement pour faire peut-être un peu de publicité, mais je pense qu'ils ne m'en voudront pas. C'est en fait dans le laboratoire on fait énormément de formations, mais c'est des formations gratuites là. Donc et ça, c'est en ligne parce qu'à un moment donné, en fait, après le Covid, j'ai décidé de maintenir les formations en fait en ligne et ça, c'est principalement aussi pour vraiment les chercheurs à l'extérieur du Canada parce qu'on les faisait en salle chez nous ici, mais ça permet de bénéficier à tout le monde. Et d'ailleurs, notre première formation commence ce vendredi. Ça va porter sur les fintech. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec, ils peuvent assister pour voir un peu ces enjeux-là. Après ça, on a dans la semaine prochaine, on va parler en fait là d'une formation qui va porter sur tout ce qui est machine learning, l'intelligence artificielle. C'est des formations gratuites, donc les gens peuvent venir pour. Après, on a des choses sur Bloomberg, on a des choses sur la cotation de crédit, le rating, sur les modèles de risque de crédit. Et je pense que ça donne de bonnes bases, en tout cas, à ceux qui veulent se former, en fait, là, de venir assister à ces formations-là. Et comme je l'ai dit, c'est gratuit. Il faut s'inscrire. Et puis, bon, vous avez le lien de connexion. Et puis après aussi, vous avez la vidéo aussi. Je vous ai envoyé aussi pour pouvoir suivre si jamais vous manquez des bouts aussi. Bon, donc, juste c'était la petite parenthèse que je voulais faire, mais je trouve que c'est lié aussi à ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, donc si vous me permettez, je vais vraiment partager mon écran. Voilà, et puis c'est une formation, je vais partager l'écran d'abord. OK. Ici, je vais mettre en Parfait. mode, voilà. Je pense que c'est partagé. Maintenant, je vais le mettre en mode, juste en mode diaporama. Moi Ouais, aussi, je ne suis pas c'est très familier aussi avec je fais beaucoup de choses beaucoup Teams. plutôt sur Zoom, mais bon, c'est ça. Mais on va apprendre. OK, c'est ça. Donc, je vais juste mettre ça en mode. C'est parfait. Voilà. Normalement, vous devez voir ça en mode. Oui, c'est C'est ça, parfait. hein? C'est OK, parfait. parfait, Ouais, c'est bon. c'est bon. Voilà, OK, parfait. Donc, mais en fait, c'est une présentation, mais c'est une présentation un peu atypique. Il n'y a pas grand-chose dans ma présentation. Ce que j'ai fait principalement, je suis allé un peu dans l'historique de mes différentes publications. Bon, je les ai pris et puis je les mets là, c'est tout. Voilà. Et puis, en fonction de chacune des publications, je vais pouvoir vous vraiment citer un peu l'histoire, un peu derrière, qu'est-ce qu'on a essayé de faire et vous allez voir un peu la progression un peu de cette façon-là. Maintenant, Conan me demandait tout à l'heure comment est-ce que je veux qu'on interagisse. Mais pour moi, en fait, là, arrêtez-moi quand vous voulez. Si vous avez un certain nombre de commentaires, d'interactions que vous voulez, arrêtez-moi. Et puis, bon, ça va permettre aussi de développer un peu sur certains des aspects, en fait, là, que peut-être sur lesquels je ne vais pas avoir insisté nécessairement. Vraiment, ne vous gênez pas pour ça. Et puis, bon, c'est fait un peu pour ça aussi, hein, en réalité. Donc, c'est ce type de forum-là. OK, donc je vais aborder, en fait, un certain nombre, comme je l'ai dit, en fait, là, un certain nombre de sujets. Mais comme on est dans un cadre de recherche, mais c'est à travers les différentes recherches, les papiers de recherche que j'ai eu à faire, en fait, là, à travers le temps, je vais les aborder un peu dans le sens de ces papiers de recherche-là. Donc, je vais parler, en fait, bien évidemment, des flux de capitaux et du développement durable. Maintenant, bon, quand on parle des flux de capitaux, il y a plusieurs éléments. Donc, on peut faire la recherche sur plusieurs composants des flux de capitaux. Voilà. Donc, on peut parler des investissements directs étrangers, on peut parler des investissements en portefeuille. Donc, la différence principalement entre les deux investissements directs étrangers, c'est, par exemple, vous avez une firme, par exemple, française qui décide, par exemple, d'aller au Togo pour aller mettre en place une usine, par exemple. Donc, en général, le capital qu'elle va transférer au Togo pour aller mettre en place l'usine, ça va être un investissement direct étranger. Mais par contre, on peut avoir, par exemple, là, Conavi en France peut décider, par exemple, là, d'acheter des titres, par exemple, à la BAVM. Et donc, ça, ce type de transaction-là, ça va être un investissement en portefeuille. Voilà. Donc, et en général, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que les investissements directs étrangers sont beaucoup plus élevés que les investissements en portefeuille dans nos pays. Voilà. Dans nos pays, souvent, c'est assez négligeable quand même relativement les investissements en portefeuille. Et c'est pour ça que vous allez voir que quand les gens font beaucoup les études, en fait, là, sur les flux de capitaux, bon, dépendamment de ce qu'ils veulent regarder, quand les gens font des études sur les flux de capitaux, vous allez voir que très vite, ça va se tourner à être une étude, en fait, là, sur les investissements directs étrangers. Mais souvent, il faut comprendre, c'est parce que c'est lié au fait que. On vous a perdu. On vous a perdu. On vous a perdu. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Oui, OK. Prof Issouf, on vous avait Oui, perdu allô? un Est-ce peu. que vous C'est m'avez bon, Oui, toujours c'est bon. perdu? Oh, c'est Non, bon? c'est bon, non, c'est c'est bon. D'accord. parfait.
Donc, ça doit être probablement la connexion de l'université. Voilà. Donc, très souvent, vous allez voir que ce genre d'études-là, quand on fait les études sur les flux de capitaux, ça va tourner vite, en fait, là, à une étude sur les investissements directs étrangers. Comme je l'ai dit, c'est parce que ça représente la plus grosse portion, en général, plus de 90% pratiquement des flux de capitaux. À côté de cela aussi, bien évidemment, on a les flux des migrants aussi, voilà, qui quand même est une composante très importante. Et ces dernières années, en tout cas la dernière décennie, on a vu que en fait là, ces flux des migrants a même pris le dessus sur l'aide au développement et sur les investissements directs étrangers. Donc ça devient en fait là un sujet aussi très intéressant que des gens peuvent. Moi, j'ai pas de recherche sur ça particulièrement, mais je travaille là-dessus actuellement. Même, je suis en train de faire un travail de consultant en fait là pour les Nations Unies pour un certain nombre de pays, et ça apporte justement sur ces transferts de fonds des migrants pour voir un peu le potentiel pour ces différents pays-là. Donc, on peut aussi en discuter aussi, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas de papier de recherche là-dessus, mais quand même, c'est des sujets quand même là que j'ai eu à toucher à travers les différents travaux que j'ai fait pour certains pays. À côté de cela, bon, le développement durable, ces jours-ci, c'est un sujet très, très à la mode. Et puis surtout, on a tout le concept de finance durable, de financement durable, entre autres avec le financement. Bon, dans le financement durable, on a beaucoup de choses là-dedans, hein. Tout ce qui est finance climatique, on va le mettre dans le financement durable. La finance inclusive, en général, on va le mettre là. Donc, ça dépend. On peut vraiment ratisser l'âge, mais en général, c'est la finance qui va se rapprocher beaucoup plus tôt de tout ce qui est vraiment critère ESG. Donc, en tentant vraiment d'avoir les dimensions comme environnement social et puis gouvernance, en fait, là, dans la pratique de la finance. Et puis là, il y a le développement du secteur financier qui s'est développé quand même beaucoup ces dernières années, voilà, avec les développements de toutes sortes d'indices, en fait, là, qui sont développés, qui, en tout cas, a évolué. Je vais avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure, en fait, là, et puis les études, qu'est-ce que nous, on a fait. La dernière étude, par exemple, pour nous, c'était de voir un peu, est-ce que le développement du secteur financier favorise même le commerce intra-africain, par exemple. Donc, c'était intéressant, et les sujets, les résultats qu'on a eu à voir. Il y a aussi toute la notion de l'inclusion financière, en fait, là, qui est très important parce il se trouve que, bien évidemment, en Afrique, dans beaucoup de pays en Afrique, l'inclusion financière, il y a beaucoup de personnes qui sont exclues du système financier traditionnel. Les PME aussi, la même chose, qui ont un grand défi, en fait, d'avoir accès au financement. Et donc, il y a pour le pan de recherche aussi sur l'inclusion financière aussi. Et puis, je vais toucher aussi enfin, l'inclusion financière des études que moi, j'ai eu à faire, en fait, là, avec des porteurs sur cet aspect-là. Et en parlant de cela, je vais toucher aussi les institutions. Bon, il y a les institutions de microfinance. On a un certain nombre de recherches là-dessus. Et puis, un autre élément aussi très intéressant aussi, en fait, là, ces dernières années qu'on a constaté aussi au niveau de l'Afrique, c'est tout le concept de banque panafricaine. Voilà, parce que si vous regardez dans le paysage, et surtout, je pense que nous qui venons des pays francophones, par exemple, on peut le constater, si vous regardez il y a 20 ans de cela, les banques qui dominaient, c'était les banques françaises. Parce que à cause de l'historique, ainsi de suite, là, donc les grands noms des banques françaises. Mais si vous regardez beaucoup de ces pays présentement, vous allez voir que ce n'est même plus ces banques-là qui dominent. Et d'ailleurs, même si vous regardez, même il y a pas mal de banques françaises qui ont commencé à quitter plusieurs de nos pays. Entre autres, BNP Paribas, même Société Générale aussi, ont commencé à quitter, en fait, là, dans certains de nos pays. Je pense que c'est un peu en termes de redéploiement de leur stratégie, ils vont un peu plus vers l'Asie. Donc, on a eu tout le concept des banques panafricaines, donc des grands groupes africains qui ont vraiment pris le dessus. Et c'est intéressant, en fait. Là, donc, nous, on a un certain nombre de recherches liées à ça aussi. Entre autres, on essaie de regarder si ces banques-là, le fait que ces banques-là ont pris le dessus, est-ce que ça améliore la façon de faire la finance finalement, en fait, là, dans les pays où on retrouve un peu, en fait, là, ces phénomènes-là. Ça, je vais avoir à parler. La recherche aussi sur les bourses africaines. Donc, dans les échanges tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui sont intéressés par la recherche sur les bourses africaines. Je vais vous dire un peu les types de recherches que nous, on a fait dernièrement là-dessus aussi. Et puis, un autre sujet aussi qui est très intéressant et beaucoup d'actualité aussi, c'est tout le concept d'endettement des pays africains. Et ça aussi, c'est vraiment je pense que c'est un créneau aussi de recherche aussi qui ouvre énormément, en fait, là, de possibilités aussi. Et entre autres, si vous suivez un peu l'actualité, vous allez voir que même il y a aussi actuellement un travail au niveau de l'Union africaine et puis un certain nombre en tout cas, d'activistes aussi, que je dis activistes, mais entre guillemets, pas dans le sens péjoratif, qui poussent vraiment pour avoir une agence panafricaine même de notation financière.
Parce qu'en fait, l'idée est qu'il y a il semble avoir un sentiment auprès d'un certain nombre de personnes, en fait, là, même de chercheurs, que en fait, là, la notation internationale est un peu biaisée en faveur des pays africains. Bon, je pourrais revenir là-dessus, en fait, là. Donc, il y a tout un pan de recherche aussi qui est possible aussi à ce niveau-là. Et ça, c'est intéressant de faire de la recherche dans ces choses-là parce que, bon, il se peut que ce soit la perception des gens. Est-ce que la recherche vraiment permet de confirmer effectivement que ces biais-là sont, est-ce qu'on est capable de les soutenir par de la recherche? Donc ça, on a un des papiers, on essaie vraiment d'aborder ce sujet-là. Et puis, il y a tout le volet de financement des PME. Vous savez que nos économies, même les pays développés aussi, les économies en général sont dominées par le tissu, va être très souvent 70 à 80% des entreprises vont être des PME. Et en même temps, ces PME-là, on sait qu'il y a pas mal de problématiques en fait là, liées aux PME, entre autres. Une des problématiques liées aux PME, c'est peut-être le financement, par exemple, là, en fait, là, de ces PME. Donc, ça, je vais l'aborder, puis je vais aborder aussi la notion de garantie financière aussi. Voilà, donc, à travers lequel, quand même, j'ai beaucoup navigué dans les garanties financières, et ça aussi, je vais pouvoir l'aborder. Donc, voilà des sujets que je vais aborder par-ci et là, à travers mes recherches, en fait, là, mes différentes de recherche. Et puis, bon, en même temps aussi, comme on a des jeunes chercheurs ici aussi, pour pouvoir l'aborder aussi, vous allez voir un peu ce qui m'amène dans ces sujets. Souvent, c'est l'opportunisme. Souvent aussi, on a nos biais aussi, personnels par rapport à ce qu'on a eu à faire avant. Donc, il y a tous ces éléments-là, en fait, un peu mélangés. Il y a des gens aussi qu'on rencontre aussi sur notre chemin, bon, qui nous amènent aussi dans d'autres directions aussi. Donc, vous allez voir qu'il y a pas mal de diversité dans ce que je fais, mais c'est un peu lié à tout ce mélange-là, en fait, là. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, on entend Oh, très bien. oh, Et ok, parfait. juste pour rajouter sur ce que tu as déjà dit là, je vois un pouce qui est levé. Il y a Gaosu Tangara qui dit que Mhm. je confirme la prédominance des IDE dans nos études. J'ai un mémoire de master sur les relations IDE et croissance économique. Donc C'est voilà, ça. qui juste confirmer ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Ok, d'accord. Ok, Mm, parfait. mm. Donc, et puis bon, s'il y en a qui veulent parler, parce que moi, je ne vois pas les mains levées en face de moi comme C'est pour donc, ça. Donc, c'est pour ça que voilà, Adélaïde c'est et moi, ça. là, on va regarder le chat et puis chaque fois, Oh, peut-être, on va être un peu impoli, vous arrêter pour vous dire des voilà, c'est choses ça. dans le chat si vous voulez Exactement. répondre. Voilà, OK? Ok, allez-y, en tout cas, ne m'interrompez-moi, en tout cas, vraiment. Et là, Mm, justement, je mm, vais pouvoir même en parler un peu, idées et puis mm, croissance économique, les possibilités de mm. recherche, sous quelle langue on peut. Ah, on vous a perdu un peu. On vous a perdu un peu. Vous êtes figé. Ah, Là, peut-être. ouais, c'est bon? Voilà, Ouais. oui, là, vous êtes revenu. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Bon, ça, c'est vraiment, en fait, on penserait que l'institution, je suis à l'université, ça, c'est le Mm. Wi-Fi, c'est l'Internet de l'université, même, c'est même pas à la maison chez moi, mais c'est un peu bon, en tout cas. Faire avec. Ok, donc, si je reviens un peu, en fait, là, au début, en fait, là, la façon, bon, j'ai travaillé effectivement à la Banque africaine de développement, comme Kounan l'a dit. Après, je suis venu au Canada dans mes études. Mais en fait, malgré tout ça, ma thèse n'avait rien à voir avec la recherche en Afrique. Voilà, vous voyez, c'était une thèse carrément totalement théorique qui portait sur des modèles d'équilibre général enfin, qui était même déconnecté de la réalité quelque part, si vous voulez, si je peux le dire ainsi, mais qui n'avait rien à voir avec la recherche d'Afrique. Donc, c'est après, dans ma carrière, quand j'ai eu mon agrégation, à partir de là, après, à un moment donné, bon, je pense que c'est dans les années 2010 à peu près, j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup au sujet, en fait, là, qui touchait vraiment la recherche en Afrique, en fait. Là. Donc, après, pratiquement 8 ans de carrière, en fait, là, dans le milieu, là. Donc, et c'est là, en fait, là, un des premiers papiers, en fait, que j'ai eu à faire vraiment sur l'Afrique, ça portait vraiment sur les investissements directs étrangers et puis la réduction de la pauvreté. Ce sujet-là, bon, j'avais mon ami Gaston Gou, un bon ami, promotionnaire de classe. Lui, il était à la Banque africaine de développement en ce moment. Et puis, on a échangé et puis on voulait travailler en fait là sur des sujets qui touchaient l'Afrique. Et en ce moment, les investissements directs étrangers, c'était quelque chose de très haut, on en parlait beaucoup. Et aussi, lui, il est un économiste du développement. Voilà, donc un économiste qui travaille beaucoup plus sur les aspects en fait là de pauvreté. Il avait fait ça à la Banque mondiale et puis il était rendu à la Banque africaine de développement. Donc, quand on a commencé à échanger, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne creuse pas vraiment en fait là au niveau des investissements directs étrangers? Et en ce moment, il y avait beaucoup de recherches qui existaient sur les investissements directs étrangers et la croissance économique. Voilà. Donc, si vous voulez faire la recherche actuellement pour regarder est-ce que l'investissement direct étranger favorise la croissance ou pas, bon, il y a pas mal de recherches qui ont été faites là-dessus. En tout cas, ce n'est pas le sujet qui va être vraiment très attrayant pour la publication nécessairement. Et puis, ce n'est pas sûr que vous allez avoir une valeur ajoutée beaucoup plus élevée nécessairement. Mais par contre,
Il y a encore de la place pour faire de la recherche dans ce domaine-là. Un des éléments, en fait, là, qui peut-être manque beaucoup dans les investissements directs étrangers, peut-être à cause des contraintes de données, c'est les aspects sectoriels. Voilà, parce que vous savez, les investissements directs étrangers, quand ça vient dans nos différents pays, mais ça va dans plusieurs secteurs, en fait, nécessairement. Donc, est-ce qu'on peut désagréger pour voir l'impact effectif des investissements directs étrangers, mais en termes sectoriels? Ça, par contre, il y a vraiment de la place pour faire de la recherche dans ça. Maintenant, le gros défi avec ça, c'est pouvoir collecter les données. Quand vous allez regarder, en fait, là, une des sources de données qu'on utilise beaucoup, c'est les données du CNICED. CNICED, c'est la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, là, donc qui est un peu en anglais UNCTAD. Très souvent, quand les gens travaillent sur les FDI, des investissements directs étrangers, c'est vraiment la source vraiment pour avoir les données macro au niveau du agrégé mondial, en fait, là, ça. Malheureusement, quand vous regardez même les données du UNCTAD, les données sectorielles sont difficiles à avoir. Donc ça, c'est vraiment un des gros défis, en fait, là, auxquels on est confronté rapidement quand on commence à faire de la recherche vraiment, en fait, là, sur ce domaine-là. Comme j'ai dit, si c'est des données agrégées d'investissements directs étrangers, ça existe et puis il y a pas mal de recherches qui ont été faites. Mais nous, on avait voulu regarder l'impact vraiment de ça sur la pauvreté par contre et non pas sur la croissance. Parce que vous savez qu'il peut y avoir croissance sans avoir effectivement amélioration des conditions de vie des populations nécessairement. Voilà, donc c'est un peu parce qu'on peut avoir croissance avec un accroissement des inégalités et ainsi de suite, donc avec aggravation de la pauvreté. C'est ce qu'on avait voulu regarder. Et puis bon, comme on sait aussi que l'Afrique n'est pas homogène en fait. Donc souvent, bon, on parle d'Afrique, Afrique, mais en réalité, il y a plusieurs Afriques, il y a plusieurs régions en Afrique, et puis les régions aussi, en termes d'intégration, de dynamique, sont différentes. Donc on a fait l'étude en fait de façon globale, on voyait un effet, et puis on voulait regarder vraiment si, en termes de régions en Afrique, est-ce qu'on avait des différences qu'on observait. Et la façon dont on a pris les régions, mais vous avez en fait là, en termes de grandes régions, je pense qu'il y a 5 comme ça à peu près, si je ne me trompe pas. Donc, il y a l'ECOWAS, bon, l'Afrique de l'Ouest, centrale, en fait, là, de l'Est, du Sud, et puis du Nord, qu'on a regroupé d'une certaine façon et autre. Et puis, à l'intérieur de ces grandes régions, vous avez aussi des sous-régions qui sont souvent beaucoup plus avancées en termes d'intégration. Par exemple, si vous prenez la zone, par exemple, là, bon, ancienne CEDEAO, parce qu'avec la CEDEAO, avec les pays de l'AES maintenant, mais si vous prenez au niveau de la CEDEAO avec l'AES combiné, mais on a l'UEMOA qui est là-dedans. Donc, en termes d'avancée, d'intégration, je pense que l'UEMOA, c'est beaucoup plus avancé à cause du fait que, bon, il y a l'intégration monétaire, et ainsi de suite, là. La même chose aussi apparaît aussi au niveau de la zone de l'Afrique de l'Est aussi avec la CEMAC. Si vous allez en Afrique du Sud aussi, il y a une zone douanière aussi qui est beaucoup plus du peu de pays aussi. Donc, on avait ces zones monétaires aussi ou bien ces zones douanières aussi. Regardez un peu la dynamique dans ces zones-là aussi. Donc, c'est ce qu'on avait regardé dans ce travail de recherche-là. C'est Pardon, bon? Issouf, Oui. pardon, Oui. pardon, Issouf. Alors, s'il vous plaît, pour couper vos caméras, C'est parce bon, qu'on a Colin. du mal. Oui, C'est ok, bon, je l'ai parfait. coupé. C'est bon? Allez, oui. OK. Donc, il y avait cet élément-là. Maintenant, après cela, bon, il y avait ça, c'est le deuxième, en fait, là, qui est là sur l'investissement direct étranger et puis l'impact aussi sur le côté développement. Mais ça touchait vraiment les pays de l'Afrique du Nord. Et ça, c'était, en fait, là, dans un cadre d'un projet qui avait été financé par la BAD. Bon, à un moment donné, il y avait le département d'Afrique du Nord de la BAD qui lançait des projets, en fait, comme ça, financés. Donc, ils ont fait l'appel, en fait, là, des projets de recherche. Et puis, bon, ça, celui-là, je l'avais soumis, ça avait marché. Et puis après le projet, il fallait aller le présenter là-bas, ainsi de suite. Bon, donc je me rappelle, j'y étais allé même pour présenter le papier. Et puis les gens du ministère de l'économie et des finances des différents pays étaient venus. C'est au moment où là-bas, il était à Tunis, là. Donc ça, c'était pour regarder vraiment dans les pays de l'Afrique du Nord. Donc un peu dans la même logique aussi, de voir est-ce que les investissements directs étrangers contribuent vraiment au développement économique, mais principalement dans les pays de l'Afrique du Nord. Donc ça, c'est voilà un peu de recherche en fait que moi j'ai eu à faire en fait là à ce niveau-là. Maintenant, tout en continuant, après, avec un certain nombre de collègues aussi, en fait, là, donc, entre autres, le collègue Fulbert Chana, qui, en fait, là, est à la Banque mondiale maintenant. Il a été un peu dans l'académie, mais qui est maintenant à la Banque mondiale. On a commencé à regarder aussi, est-ce qu'il peut avoir un lien aussi entre ces investissements directs étrangers et puis le développement des marchés financiers. Parce que l'idée étant que, bon, ces montants qui viennent de l'extérieur, carrément, pour pouvoir investir dans des entreprises, en fait, localement. Est-ce que ça permet en fait là d'avoir une certaine dynamique au niveau des marchés financiers? Donc,
plusieurs canaux, hein. Ça peut être les montants même qui viennent directement, qui passent au travers de ces canaux financiers, ou bien carrément le fait que ces entreprises viennent se créer. C'est des entreprises, en fait, là, qui, en général, c'est des entreprises de pays développés qui viennent s'implanter là, qui sont habitués avec les façons de faire des marchés financiers. Mais est-ce que finalement, ces entreprises vont chercher aussi à lever des fonds aussi, localement aussi, dans ces marchés-là? Donc, il y avait toute cette dynamique-là, en fait, là, derrière. Et donc, on a regardé ça pour les pays émergents de façon générale. Donc, c'était pas focusé sur l'Afrique. Et puis, il y a un autre papier avec... On vous a perdu un peu. Oui, on vous avait perdu sur l'annonce du deuxième papier. Ok, donc dans la deuxième papier, je dirais que c'était avec Pierre Yurgou qui travaillait beaucoup qui était à la Banque mondiale et après, qui avait été dans l'académie, qui était allé travailler à la Banque mondiale pendant plusieurs années, qui était revenu encore à l'académique aussi. Et puis, bon, avec un autre collègue, Isaac Ochieri, qui est en fait là à Carleton, au Canada, ici, tout ça. Donc, c'est un peu l'idée, comme dans le premier papier, mais beaucoup plus focalisé vraiment cette fois-ci sur l'Afrique. Donc, voir le lien entre les investissements directs étrangers et puis le développement des marchés financiers. Et puis voir un peu quel est le sens de la causalité. Voilà. Est-ce que c'est le fait que les marchés financiers soient développés, que ça permet d'attirer vraiment des investisseurs dans le pays, ou bien carrément le fait que ces investisseurs viennent dans le pays, là, que ça permet de booster finalement les marchés financiers. Donc ça, c'était un peu l'idée, en fait, là, de ces papiers. Et là, justement, et comme j'ai dit, bon, il y a l'opportunisme aussi qui vient aussi dans la recherche. Et donc, vous voyez que le livre qui suit, en fait, là, est venu en fait naturellement de là. Donc, il y avait pas mal de projets de recherche qu'on faisait dans ces investissements directs étrangers. On s'est posé la question de savoir, mais finalement, est-ce que c'est pas mieux qu'on fasse un livre en fait sur ces investissements directs étrangers avec plusieurs aspects qu'on peut regarder là-dedans? Et c'est pour ça qu'en fait, l'idée de ce livre-là est venue. Et justement, le livre est fait avec le directeur actuel de l'école des statistiques de l'ENSIA, comme je vous ai dit, mon ami Gaston Gou, qui était à la Banque africaine de développement, maintenant qui est devenu carrément, qui est un entrepreneur avec sa propre entreprise. Et puis, avec Feu, heureusement, qui est décédé, en tout cas, paix à son âme, Nkuruziza, qui était en fait à Antad. Donc, je vous ai dit que la CNUSED, c'est vraiment tout ce qui est donné sur les investissements directs étrangers, c'est vraiment le berceau là. Donc, lui, il est là-bas. Voilà, donc ce livre-là, bon, on l'a fait ensemble en 2018, justement, ce livre-là, sur les investissements directs étrangers et puis le développement économique en Afrique. Parce qu'on a regardé plusieurs aspects là-dedans. Bon, je ne les ai pas tous présentés ici, mais plusieurs aspects vraiment qui touchent, en fait, là, aux investissements directs étrangers qui étaient beaucoup étudiés en ce moment. Les gens regardaient beaucoup les déterminants, les aspects de gouvernance et ainsi de suite, là. Donc, on a essayé de regarder, en fait, ces différents aspects-là dans ce livre-là. Donc, c'est un peu, donc, souvent, les choses viennent un peu par, bon, je dirais opportuniste parce que, mais on travaille là-dedans, on se retrouve là-dedans, et puis bon, comment exploiter ça vraiment pour pouvoir vraiment rassembler toutes nos idées et puis avoir quelque chose, en fait, là, qui peut servir la communauté. Donc, voilà un peu, en fait, là, au niveau de ces investissements directs étrangers et puis d'autres différents aspects. Comme je l'ai dit, s'il y a des gens qui veulent m'interrompre, allez-y, hein, en tout cas. Peut-être, Issoufou, Oui, moi, je vais avoir peut-être une oui, question pour vous, pour ouvrir le oui, bal. oui. Donc, ce que je constate, franchement, bravo beaucoup, merci, merci pour vraiment, c'est quoi, depuis 2012 hein, que ce Oui. travail-là sur les FDI que vous faites. Alors, j'ai comme l'impression qu'il y a quand même un accès privilégié aux données qui permet à ce que vous puissiez conduire ce type de recherche. Ça, c'est une première question. Donc, aujourd'hui, est-ce que cet accès à l'accès à ce type de données macro, c'est beaucoup plus répandu? Et est-ce qu'on peut arriver à connecter ces données macro à des données beaucoup plus méso au niveau des entreprises? Parce qu'en compta et en finance d'entreprise, par exemple, on a besoin d'avoir un peu cette connexion entre les données macro et les données entreprises. Est-ce que ce travail que vous avez déjà fait vous inspire aussi de la connexion entre la situation des investissements au niveau macro et le fonctionnement des entreprises en local? En tout cas, très, très bonne question, vraiment, en fait, là. Mm, Et mm, justement, pour les mm, données macro, ça, les mm, données sont disponibles. Et peut-être qu'on peut mm, même en avoir plus. Donc, mais mm, c'est des données macro qui vont vous donner un peu plus les flux qui viennent dans les pays. mm, Maintenant, ce qui va être le gros challenge, c'est les données du côté micro, en fait, qui viennent dans quel mm. type d'entreprise, où est-ce que ça part. Et ça fait toute une différence, en fait. Et c'est là que je pense qu'en fait, il y a vraiment besoin de recherche vraiment à ce niveau-là. Parce que OK. pourquoi? Parce que quand vous regardez nos différentes économies, et comme je l'ai dit, il y a une grande diversité, en fait, au niveau des économies africaines. Il y a des pays qui sont beaucoup dotés en ressources naturelles, il y a des pays moins, et ainsi de suite. Et puis aussi, on a aussi une évolution aussi de nos économies où vous voyez, en fait, bon, beaucoup de pays parlent de transformation structurelle.
Et il y a des pays dans lesquels on voit vraiment cette transformation qui est en train de s'opérer. Et donc, avec une diversification de l'économie, on part un peu des matières premières, beaucoup d'économies maintenant pour pouvoir aller un peu vers plus l'industrialisation, le secteur des services et puis après plus de poids que ça prend. Donc, si on est capable de voir un peu ces investissements directs étrangers à travers le temps, les secteurs où ça va, et ainsi dans ces entreprises-là, je pense que ça donne des études beaucoup plus intéressantes. Maintenant, il y a des bases de données aussi qui existent de plus en plus, qui vont chercher en fait là ces aspects vraiment sectoriels là. Mais ce n'est pas des bases de données publiques, en fait, il faut payer pour et autres. Mais ça donne de la recherche beaucoup plus riche que bon, la recherche qui porte sur les données agrégées présentement. Et comme j'ai dit, avec les données agrégées, il y a pas mal de recherches qui sont faites là-dessus, en fait, là, présentement, tout ce qui concerne vraiment investissement direct étranger et puis croissance. Oui, vous pouvez chercher là-dessus, mais il faut vraiment être très ingénieux pour venir avec des questions de recherche vraiment qui n'ont pas été, en fait, là, répondues dans la littérature, en fait, ici. Donc, si je Mm. fais grand récap pour nous tous sur cette plateforme Mm. aujourd'hui, c'est que Mm. si on est capable de développer vraiment cette connexion entre le niveau macro de la finance et le niveau, je dirais, méso-micro, Mm. en regardant les entreprises ou voir les entrepreneurs eux-mêmes, les dirigeants, c'est quelque chose qui peut vraiment ouvrir des possibilités extraordinaires pour la communauté comptable et finance. C'est ça, hein? Ah, énormément. Non seulement ça va ouvrir vraiment des possibilités énormes de richesse, si vous êtes capable de collecter ces données spécifiques-là, je pense que Mhm. vous avez vraiment de la matière pour faire énormément de papier de recherche. Et puis en plus, là, c'est pas seulement de la recherche pour la recherche, mais ça va Mhm. servir aussi, en fait, là, les décideurs dans nos économies. Parce que, oui, en fait, là, si vous regardez dans nos économies, ce dont on a besoin, en fait, là, de la création, en fait, là, d'entreprises et de la création de richesses à travers le secteur privé. Voilà. Donc, en général, on dit qu'il faut que le gouvernement, l'État crée les conditions, mais c'est le privé, en fait, finalement, qui crée la richesse en tant que telle. Mais pour que cette création de richesse ait lieu et pour que les dirigeants aussi, les décideurs politiques puissent prendre les bonnes décisions, mais c'est ça, c'est là que la richesse vient pour aider. Si on est capable d'avoir de la recherche qui dit, bon, regardez, en fait, là, avec les flux qu'on a eu, par exemple, dans tel ou tel secteur, en termes de productivité, en termes de ceci, en termes de contribution, voilà ce que ça a apporté. Mais je pense que ça parle beaucoup, en fait, aux décideurs aussi. Donc, ça va Mhm. permettre d'avoir de la production qui va intéresser beaucoup le monde académique, mais en même temps aussi qui va servir aussi les causes aussi de nos économies aussi. Donc, ça, on est capable d'allier les deux, en fait quelque part. Je vais en parler aussi tout à l'heure là par rapport à ces flux de capitaux aussi, par rapport à justement pendant qu'on en parle, voyez, je vais les mettre les quatre en même temps parce que c'est intéressant, en fait, là, ces quatre papiers sont assez différents. Et aussi, pour interpeller aussi les jeunes aussi, chercheurs aussi, parce que bon, souvent, on est un peu pris dans les biais, dans les différents biais de ce que tout le monde nous dit, en fait, en tant que tel. Donc, le premier papier qui est là, c'était un peu pour voir un peu. Ah, juste un petit problème de connexion, mais je pense qu'il va revenir. Ok, d'accord. Ah, Voilà, c'est bon. allô, c'est bon? Voilà. Ok, d'accord. Oui, Ok. là, vous êtes Ouais. revenu, mais on a seulement un papier. Les trois autres ont disparu. Oui, 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 je l'ai fait exprès, je les ai fait Ok, partir. ça marche. Ok, C'est ça ça. marche. Ok, Voilà. ça Donc, dans marche. ce papier-là, ce qu'on voulait faire, justement, parce que bon, c'était la montée en puissance de la Chine. Et moi, même en 2011, justement, j'ai décidé d'aller faire mon année sabbatique là-bas parce que je voulais voir de mes yeux et puis apprendre de mes yeux plutôt que d'attendre un peu tout ce qui se disait par rapport à ce pays-là, tout ça. Et donc, en 2016, en fait, ce papier-là, l'idée était, parce qu'il y avait beaucoup de critiques, en fait, là, venant principalement je dirais, en fait, là, de ceux qui sont en fait là les compétiteurs de la Chine en fait là, qui critiquent, bon, les Chinois ne sont pas en termes de gouvernance, ainsi de suite. Donc, il y a plein de critiques qu'on entend en fait là. Donc, pour moi, c'était de voir est-ce que les investissements directs étrangers qui venaient d'un pays comme des pays comme la Chine, est-ce que ces investisseurs directs étrangers sont moins regardants par rapport à la gouvernance, par rapport à ce qu'on nous disait, par rapport à ce qui vient des pays développés. Parce que c'est ce que c'est la critique qu'on fait. Si vous écoutez un peu pas mal, en fait, là, du commentateur, souvent, des pays développés, les gens critiquent beaucoup la Chine, tu dis, bon, les affaires de gouvernance, ils s'en foutent, ainsi de suite et autres. Donc, nous, en fait, là, ce papier de recherche, c'est ce qu'on voulait regarder. Donc, c'était de regarder ces investissements directs étrangers qui venaient de la Chine. Quand on regarde les différents déterminants, est-ce que ceux qui venaient des pays développés étaient beaucoup plus axés vraiment sur des aspects de gouvernance comme on nous le faisait croire? Et donc, ça, c'est un peu ce papier-là. En fait, on a essayé de faire ça avec ce papier-là, de la recherche avec ce papier-là. Et ici, intéressamment, c'est qu'une des parties des données aussi, on l'a collectée à partir du ministère du Commerce, en fait, de la Chine. Voilà, ministère c'est ça, MOFCOM, quoi. Donc, on l'avait collecté, enfin, à ce niveau-là.
Un autre élément, en fait, là, intéressant, ça, c'était avec deux étudiants qui étaient à l'université Félix Houphouët-Boigny, que j'ai rencontré dans le cadre de l'African Economic Research Consortium, en fait, là où je suis personne de ressources. Donc, ils travaillaient sur ces problématiques, ils étaient là, et puis, bon, à partir du contact, on a décidé de pousser un peu pour ce papier-là. L'idée était de dire, en fait, ces flux de capitaux qui viennent, principalement les investissements directs étrangers, mais dans leur effet, impact sur la croissance économique, est-ce que le rôle, en fait, là, des droits de propriété? Voilà, donc c'était vraiment cet aspect qu'on voulait capter. Voilà, donc cet aspect particulier des droits de propriété. Il ne faut pas oublier, c'est des entreprises qui viennent et qui viennent investir avec des brevets, ainsi de suite. Donc il faut avoir tout le mécanisme de protection en fait de ces droits de propriété-là. Donc ça, c'était un peu un travail de recherche aussi qu'on avait regardé. Et comme dans pas mal de pays africains, on a des pays riches en ressources naturelles versus des pays qui ne sont pas riches en ressources naturelles. On a des pays avancés en termes de, en tout cas des pays à revenus en fait intermédiaires, je dirais, beaucoup plus et à bas revenus. Donc, il y avait ces aspects-là qu'on avait essayé de regarder à ce niveau-là. Et puis, le dernier que j'ai vraiment su, c'est ces notions de flux de capitaux qui était très intéressant. Et ça aussi, je vais en profiter pour donner une anecdote aussi, peut-être pour les jeunes chercheurs. Quand on venait avec des sujets qui envoient des résultats qui ne sont pas ce que les gens veulent voir, en général, vous avez énormément de difficultés pour les publier aussi. Mais c'est un peu normal parce que bon, les gens sont habitués à un certain discours qu'on tient. Et quand vous venez avec des choses en fait qui tiennent le discours contraire, les gens se demandent, mais est-ce que méthodologiquement d'abord c'est solide? Et puis en même temps aussi, ça ne va pas dans le narratif que les gens veulent voir aussi. Donc ça, ce troisième papier-là était un peu dans ce sens-là. Pour nous, c'était de voir est-ce que les flux de capitaux mais finalement, parce que bon, après, à un moment donné, si vous regardez les organisations internationales, que ce soit FMI, Banque mondiale, avant, tout le discours était que les investissements directs étrangers, les flux de capitaux étrangers sont bons pour les économies. Et on tenait tous le même discours. Et ce n'est pas faux nécessairement. Maintenant, nous, dans ce papier, on voulait voir, est-ce que par rapport à cette perception-là, est-ce que ça avait vraiment l'effet qu'on voulait en termes de productivité dans les différentes économies africaines qu'il avait reçu ces flux de capitaux-là? Et parce qu'il y a toute une littérature aussi qui parle des flux de capitaux, mais qui a une différenciation aussi à faire entre les flux de capitaux. Il y a des flux de capitaux qui sont bons, et il y a des flux de capitaux aussi qui sont néfastes aussi pour les économies, étant donné leur volatilité, bon, qu'on peut mettre la qualité, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des aspects qu'on voulait regarder ici. Et justement, c'était intéressant ce qu'on obtenait dans ce papier parce qu'on trouvait en fait là que, de façon générale, les flux de capitaux qui étaient venus en Afrique, les flux de capitaux privés, avaient eu un effet néfaste sur la productivité. Et l'effet néfaste sur la productivité était lié au fait que c'était justement le secteur dont je parlais. Parce que beaucoup de ces capitaux allaient dans le secteur de la construction, du secteur des infrastructures, où il y a énormément de corruption. Voilà, donc par rapport à ces éléments-là, ça fait que ça avait un effet nuisible en fait là sur la productivité plutôt que d'avoir un effet positif sur la productivité par rapport à ce qu'on pensait en fait. Donc c'était vraiment intéressant. Et ce papier, on a eu énormément de problèmes à le publier. Voilà, on l'a traîné pendant 2 ou 3 ans, en fait, avec des régies à gauche, à droite, mais c'était compréhensible parce que ça laisse le discours que ça amenait, ce que ça amenait comme résultat était comme contraire un peu à ce que les grands journaux voyaient en fait en termes de résultats, parce que tout le monde voulait qu'on dise que ça a un impact positif sur la productivité. Voilà. Et donc ça, on avait ça. Et même, on l'a présenté, parce que c'était dans le cas aussi d'un grand projet. On avait un gros financement, en fait, là, de Britannique. Avec ça, même on l'avait présenté au Kenya et puis dans la salle aussi, il y a des gens, mais je me rappelle, il y a quelqu'un qui nous a dit, mais ce papier-là, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse avec? Voilà, vous voyez, donc ce genre de réaction, en fait, là, qui venait vraiment des gens parce que c'était contraire. Et puis bon, parce que le gouvernement faisait tout ça de promotion pour attirer les investissements. Et puis là, il y a un papier qui vient pour dire, mais finalement, ces investissements directs étrangers n'apportent pas ce qu'on pense en fait en tant que tel. Donc, c'était un peu contre-intuitif en fait. Mais c'est important. C'est notre travail en termes de chercheurs en fait là d'apporter ces éléments et puis que les gens comprennent aussi la dynamique qui est là aussi. Maintenant, bon, après, les décideurs prennent les décisions en fait là qu'ils veulent aussi. Et puis, le dernier papier dans tous ces éléments-là, ça ne porte pas sur l'Afrique particulièrement, mais j'ai tenu quand même à en parler. Et ça, c'est avec un de mes étudiants du doctorat qui était là-bas, qui a terminé, ça fait 2 ou 3 ans maintenant, et qui travaille maintenant. Donc, dans sa thèse, justement, et donc le troisième papier aussi était avec lui aussi, mais avec d'autres collègues, en fait, là, qui étaient en Grande-Bretagne, entre autres, les 2 autres collègues, 3 autres collègues même, dirons, dans ce troisième papier-là, c'était dans des universités britanniques. Et puis, en fait, là, le quatrième, c'est avec un de mes étudiants du doctorat ici, et puis avec un autre collègue aussi qui était à SOAS, voilà, à l'Université de Londres. L'idée était de dire,
ces flux, en fait, là, interbancaires, donc les flux qui, en tout cas, des flux interbancaires, en tout cas, qu'on appelle le cross-border banking, mais finalement, ça peut être source, en fait, là, de chocs, en fait, là, de transmission, en fait, là, des chocs dans les différentes économies émergentes. Et pourquoi? Mais à travers, en fait, là, les prix, en fait, là, des matières premières, justement. Parce qu'on voit qu'en fait, là, ces flux-là de capitaux à travers le système bancaire vont suivre beaucoup les cycles, en fait, là, des matières premières. Donc, quand ça va bien, quand les matières premières, si vous prenez par un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, qui est premier producteur mondial, en fait, là, du cacao, donc quand le prix du cacao est très élevé, ça veut dire en réalité que le prix. Voilà. Et donc, à travers cela, mais les crises bancaires vont se transmettre aussi à cette économie. Est-ce que ça va, Conan? Oui, j'ai l'impression Oui, que... on vous avait perdu un peu. Quand, Ok, juste d'accord. à l'énonciation de la Côte d'Ivoire, et puis on vous avait perdu un peu. Oui, là, bon, je disais, par exemple, si vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un grand producteur de cacao, et une bonne partie des revenus du pays viennent en fait de ce cacao-là. Donc, ça veut dire que quand le prix du cacao est très bon, il y a beaucoup d'afflux de capitaux qui viennent en fait là dans ce pays. Et d'ailleurs, même si vous regardez même au niveau de l'endettement de la Côte d'Ivoire dans le passé, vous allez voir que le pays a été beaucoup endetté quand ça allait très bien au niveau de ces marchés-là, des marchés des matières premières en tant que telles. Donc, en même temps, ces flux de capitaux qui viennent à cause liés en fait au cycle des matières premières sont en même temps source en fait là de transmission des chocs qui peuvent survenir par exemple là les chocs qui peuvent survenir en fait là dans des marchés comme par exemple la crise des subprimes par exemple. Comment est-ce que ça fait pour l'effet de contagion dans les différents pays. Donc ça, c'est un peu ce qu'on regardait un peu dans ce papier-là, qui était très intéressant, qui faisait le lien vraiment entre cette contagion en fait là du milieu financier et maintenant par rapport à la dynamique en fait là qui vient en fait là des prix en fait là des matières premières justement ici. Donc ça, c'est intéressant et puis ça aussi c'est très prometteur pour nos économies parce que ça nécessite énormément de données, de compilation de données, des prix des matières premières ici, des flux de capitaux, en fait, là, du secteur bancaire aussi qu'il faut collecter aussi. Mais c'est intéressant, ça vous permet vraiment de sortir aussi avec des choses aussi qui sont pas, en fait, là, bon, un peu publiques, un peu partout aussi, quoi, en fait, là, qui sortent. Donc, lui, il avait fait, en fait, cet étudiant-là, par rapport, en fait, là, à sa thèse. Donc, ça, c'est un peu vraiment au niveau des flux de capitaux, au niveau des investissements directs étrangers, et puis les différents aspects qui sont liés à ça. Donc, il y a les aspects de gouvernance, les aspects de productivité, les aspects de croissance, et les aspects aussi d'impact sur le développement en fait économique. Mais bon, donc ça, c'est les choses que moi j'ai regardées. Maintenant, bon, il y a d'autres dimensions aussi qui vont être regardées par des uns et des autres aussi. Peut-être que je vais juste arrêter un peu ici pour demander un peu en fait là s'il y a peut-être des réactions en fait là au niveau du public, des gens qui veulent un peu plus d'éclaircissement. Parce que là, je vais aborder d'autres aspects en fait là qui ne sont pas vraiment liés au flux de capitaux en fait particulièrement. C'est parfait, merci beaucoup. Alors, dans le public, n'hésitez pas à lever la main pour éventuellement des questions, des demandes de précision. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole? Ça. Je regarde. Mhm. Avons-nous des gens qui souhaitent prendre la parole? Alors, pour l'instant, moi, je vois personne Oui. dans le chat. Oui, je vois Ok, pas. d'accord. Ok, d'accord. Youssouf, Oui, et professeur Soumaré, Oui. oui, moi Yes. j'aurais une ah, question sur votre premier papier. Mhm. Si vous revenez en arrière, des Ouais. 4 papiers que vous avez présentés, le tout premier, Oui. vous avez comparé, c'est ça les caractéristiques, vous avez comparé les pays développés aux Mhm. investissements chinois en Afrique par rapport au regard que la Chine pouvait avoir sur les niveaux de gouvernance dans ces pays africains. Mhm. Qu'est-ce Mhm. que vous avez eu comme résultat? Justement, ok. Maintenant, ce qu'on a eu comme résultat, c'est que, en fait, là, aussi bien du côté des Chinois que côté des pays développés, en fait, là, c'est pas forcément qu'ils sont tous regardants sur la gouvernance. En réalité, il y a Mhm. d'autres intérêts qui les guident et autres là, par rapport à ces investissements, en fait, là, dans les différents pays. Voilà. Donc, c'est pas vraiment la gouvernance qui guide par rapport, contrairement à ce que les gens mettent de l'avant, en fait, là, c'est ça. Donc, c'est un peu, en fait, là, ce qui est sorti. Quand vous regardez, il y a deux éléments. Et bon, d'ailleurs, même pour les flux de capitaux, hein, il y a pas mal de littérature là-dessus qui va montrer souvent que, bon, vous allez voir que les flux vont venir d'un pays à un autre, souvent, c'est lié à souvent des questions géostratégiques, souvent. Contrairement, en hmm, fait, là, souvent, c'est pas nécessairement l'économie, souvent, qui va le guider nécessairement. Souvent, il y a des raisons, en fait, là. Et ça, c'est même très propre aussi
à l'aide au développement. Si vous regardez dans toutes les études de l'aide au développement, vous allez voir que les raisons qui dirigent l'aide au développement dans beaucoup de pays, ça n'a rien à voir avec l'aspect en fait là de la pauvreté des pays. C'est beaucoup souvent lié à des intérêts en fait là géostratégiques, ainsi de suite en fait là, beaucoup d'autres éléments en fait là que finalement ce qui est mis de l'avant en fait quoi. Voilà. D'accord. Merci Voilà, beaucoup. c'est ça. Il y avait une main Mais levée tout à l'heure. oui, il y avait une main levée, ouais. Ah, oui, c'est vrai, Serge. Mhm. Il y avait une main levée. C'est Allez-y, Abdou. allez-y, reprenez la main. Mhm. Ok, c'est bon. C'était Il y avait une Abdou ou pas? Oui, il y avait Quelqu'un une vient main de lever levée la que main. j'avais vue Allô, ici, allô, effectivement. oui, Oui, allô, oui, oui. c'était Ouais, moi, c'est mais j'ai Gaël. rabaissé parce que, oui, c'était moi, j'ai rabaissé parce que je voulais suivre la présentation qui suit avant de poser mes questions. Je voulais poser des questions sur les risques. Mais comme le Mhm. professeur voulait parler de ça, je préfère attendre à ce que vous finissiez avant que je ne pose ma question sur le problème des risques et les systèmes Ok, financiers. D'accord, d'accord, d'accord. d'accord. C'est pourquoi j'ai rabaissé là. Ok, ok, parfait, parfait. Alors, mais je voudrais rebondir sur la question de Serge. Mhm. Et vos résultats là sont très, très intéressants. Donc, ça Ouais. veut dire quoi? Que votre papier, d'une certaine façon, remet en cause tout le discours sur l'idée que plus vous ouvrez vos économies et plus finalement vous prenez les bons côtés des économies qui s'ouvrent à vous et donc vous avez quelque chose qui va se faire euh, comme à l'international par exemple. Et donc c'est pas tout à fait vrai dans le fond. Mhm. Et entre autres, un des éléments qu'on a mis en avant, c'est que plus les économies sont ouvertes et plus on aura par exemple de la bonne gouvernance. Or, vos résultats disent que, en fait, finalement, ces investissements ne viennent pas nécessairement pour la bonne gouvernance. C'est pas ça leur préoccupation majeure. Peut-être leurs préoccupations sont beaucoup plus ailleurs. Donc, c'est quand même un résultat assez important. Oui, mais en fait, là, bon, comme vous savez, hein, c'est pas, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir aussi. Donc, vous voyez, Mhm, en fait, mhm, là, pas mal de choses et autres. Parce que loin de mhm. moi de dire que les investissements étrangers sont mauvais, c'est pas vraiment Non, non, c'est ça pas ce que je l'idée dis, hein. ici. Non, c'est pas ce que je Voilà, dis. c'est ça. Voilà. Mhm, Parce que, en fait, là, pourquoi je dis ça? Parce que, bon, c'est important. Nos économies ont besoin d'investissement. Maintenant, il suffit de regarder même actuellement la donne actuelle, où, par exemple, toutes les structures internationales, tout le monde disait que le commerce, l'ouverture commerciale, c'est la meilleure chose à faire. Vous avez un président américain qui vient dire non, moi je mets les tarifs à tout le monde et puis ça va attirer les gens. Et ça, justement, avec ce qu'il a fait, on peut être pour, on peut être contre, mais personne n'arrive à démontrer qu'il a tort nécessairement. Vous voyez? mhm. Ça veut dire que si vous regardez tout le débat, oui, les gens critiquent et autres, parce que bon, dans les critiques aussi, il faut faire la part des choses. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un, les gens disent oui, il peut avoir tort, mais personne n'a pu démontrer encore jusqu'à aujourd'hui qu'il a tort nécessairement. On va voir ce que l'histoire nous dira. Mais quand vous regardez, en fait, ça, c'est complètement à l'opposé de tout ce qui se disait avant, en fait. Avant, tous les mécanismes qu'on a mis mondialement disaient qu'il fallait ouvrir les économies. Et d'ailleurs, nos économies, ça a toujours été ça. On dit qu'il fallait ouvrir les économies, il faut ouvrir les économies. Mais on se rend compte que maintenant, avec la montée en puissance des économies qui étaient censées ouvrir les économies pour recevoir des autres, et mais comme cette concurrence-là change en fait là, de sens, mais on voit que le discours change en fait aussi. Donc souvent, c'est pour ça que j'ai dit, bon, il faut qu'on fasse la recherche aussi pour guider aussi la prise de politique aussi à nos niveaux aussi. Maintenant, on peut avoir l'ouverture, ça ne veut pas dire forcément qu'il ne faut pas ouvrir nos économies. Maintenant, ce qui se passe beaucoup, On vous a perdu. Je pense Oui, qu'il a son réseau oui. Internet qui n'est pas stable. c'est... Allô? Vous m'avez Oui, oui, perdu on vous Là, toujours? entend. Oui, oui, ouais, oui. là, vous êtes revenu, ouais. Mais Voilà, professeur, si on veut aller du côté, par exemple, des policies, par exemple, là, au niveau de beaucoup de pays maintenant, vous voyez qu'il y a beaucoup de pays maintenant qui sont en train d'ouvrir maintenant leur code des investissements maintenant, pour changer complètement, en fait, là, le contenu des codes des investissements. Parce qu'ils se Mhm, sont rendus compte avec des années que les coûts des investissements n'étaient pas si favorables que ça aux différents pays. Maintenant, beaucoup de pays vont mettre dans les coûts des investissements, par exemple, ce qu'on appelle le contenu local. Il y a des secteurs stratégiques et ainsi de suite. Donc, maintenant, la dynamique, en fait, là, est, ça fait que finalement, même les investisseurs qui menaçaient de partir, si on ouvrait ces coûts des investissements, ne partent nulle part. Ils restent aussi. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent être faites, même si c'est pour attirer ces investissements directs et ces investissements étrangers, c'est pas mauvais. Mais ça montre en fait qu'il y a pas mal de mécanismes aussi qui peuvent exister aussi pour que en fait là les bienfaits, les bénéfices aussi soient quand même beaucoup plus grands pour les pays plutôt que en fait là ça tout parte quoi. Voilà. Donc pro- ça peut guider en fait. Voilà. professeur Soumaré, j'aurais une Oui. autre question en fait d'un point de vue méthodologique. Je suppose que dans la majorité de vos papiers, vous avez une Mhm. approche très positiviste avec des données Mhm. quantitatives. Mhm. Mais, Oui, 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 c'est des données quantitatives, vraiment, bien évidemment. mais Oui. est-ce que Mhm. vous ne trouvez pas qu'il y a une limite au fait là-dedans? Parce que tout à l'heure, quand vous avez parlé des résultats de votre premier papier, on fait des Mhm. statistiques, on a des résultats. Mais C'est pour aller ça. au-delà, il faut Mhm. avoir peut-être une approche un peu qualitative, une approche maintenant critique.
Absolument. Mhm. Est-ce qu'il ne Non, faut je suis pas... entièrement d'accord avec vous. Oui. Je suis entièrement d'accord avec vous et autres. Bon, moi, mes papiers que je fais sont beaucoup basés sur les données. Donc, c'est vraiment beaucoup basé sur du quantitatif. Mais effectivement, quelqu'un qui peut allier cela aussi avec même des aspects qualitatifs aussi, ça apporte une valeur ajoutée aussi. Parce que bon, c'est pas le quantitatif et puis les chiffres ne captent pas tout nécessairement, en fait. Oui, parce que vous l'avez Absolument. dit dans vos Ouais. résultats, vous C'est avez ça. dit, C'est il y a ça. des choses qu'on ne peut pas expliquer, il y a des choses qui existent, Exactement. mais on ne sait pas les Exactement. mettre en évidence, en fait. Ce qui veut dire qu'il y a Exactement. des choses qui existent qu'il faut peut-être aller questionner, mais par Exactement. une autre approche, peut-être. Absolument, absolument. Non, entièrement d'accord avec vous. Et c'est pour ça qu'on va toujours avoir besoin des chercheurs, justement. Et donc, les jeunes même qui sont là aussi, il y a beaucoup de place vraiment à faire de la recherche, à explorer des choses et à venir avec des résultats. Peut-être qu'ils vont même aussi mettre en fait là, à défi aussi ce que nous-mêmes on dit aussi. Parce que bon, ce qu'on dit, c'est ça la recherche. C'est ce qui est intéressant avec la recherche. Oui, ce qu'on a fait, quelqu'un peut venir aussi dire, mais finalement, peut-être que vous avez un biais méthodologique. Voilà, et puis peut-être questionner en fait là ce qu'on a fait et puis venir avec d'autres résultats aussi. Mais c'est ça, tant qu'on a ça en fait là, c'est cette possibilité de la recherche qui vient questionner même l'existant aussi et qui met de l'avant des choses et qui vient montrer aussi d'autres dimensions peut-être qu'on n'a pas regardé. Mais c'est très sain en fait là justement finalement. Et c'est ça, la recherche c'est vraiment tout ça. Qu'on essaie de mettre à plat tout et puis bon qu'on questionne les choses et puis qu'on vienne avec peut-être éventuellement des choses qui n'ont pas été trouvées en fait avant, bien sûr. Merci. C'est ça. Il y a quelque chose, je voudrais rajouter sur ça, mais là, c'est plutôt un commentaire pour Mhm. nous tous parce que c'est vrai que vos recherches sont à niveau macro. C'est vrai, en recherche comptable, bon, il y a quelque chose que nous sommes en train de développer avec Serge, on est encore en Mhm. révision. Euh, Mhm. c'est l'idée de dire que effectivement, il faut bien prendre en compte ce niveau macro pour Mhm. comprendre le fonctionnement de la comptabilité et de la finance. Et donc, c'est Mhm. vraiment extraordinaire qu'on vous ait aujourd'hui pour nous Mhm. donner cette vision macro des résultats. Alors, Mhm. un élément qui me semble assez intéressant à faire le Mhm. parallèle en comptabilité, c'est que peut-être que vos résultats doivent nous inciter, nous qui sommes en comptabilité et en finance d'entreprise, Mhm. à faire attention finalement sur la littérature, sur la normalisation comptable, sur la normalisation, par exemple, de la comptabilité durable et ainsi de suite. Donc, au final, si à niveau macro, en réalité, les IDE ne sont pas nécessairement liés à l'amélioration de la gouvernance, que ça vient pour autre chose, on peut bien imaginer aussi que la normalisation comptable arrive dans ces pays-là pour d'autres finalités. Et donc, ça pourrait inspirer vraiment des recherches assez intéressantes finalement pour les comptables et les financiers. Donc, ça, c'est vraiment une des leçons que je retire sur cette partie de votre présentation sur les FDI. Mhm. Ok, parfait. Donc, après, maintenant, si j'enchaîne en fait avec les marchés boursiers et le risque systémique, voilà. Donc, je vais enchaîner sur ça qui est intéressant en fait là. Nous, on avait un premier papier en fait qui était autour de 2013 et ce papier a été fait avec le directeur général actuel de la Bourse régionale des valeurs mobilières, de la BRVMM. Et puis, il y avait des jeunes en fait qui étaient à l'école des statistiques en ce moment que j'encadrais. Bon, c'est leur travail, j'ai encadré. Et puis, bon, finalement, c'était tellement intéressant. On a décidé de pousser un peu et puis de le faire publier. Et puis, avec un étudiant qui était chez moi à l'Université Laval ici, qui était en fait au master chemin. Donc, ce qu'on avait fait principalement dans ce papier, c'est pas si innovateur que ça. C'est que si vous prenez les modèles d'évaluation des actifs financiers, les modèles de Fama et Frey qui dit bon, qu'on a trois facteurs qui peuvent expliquer un peu les différents prix, en fait, là, les rendements des titres et autres. Bon, sur les marchés développés, ça a été beaucoup fait, ça a été beaucoup appliqué. Pour nous, l'idée était de dire, est-ce que finalement, si on prenait ces modèles-là et qu'on essaie de l'expliquer, de l'appliquer au niveau de la BRVM, on est capable d'expliquer une bonne partie des rendements des cours, par exemple, qu'on observe. C'était un peu ça l'idée. Voilà, donc on avait appliqué les modèles en tout cas, d'évaluation des actifs financiers qu'on appelle en anglais le CAPM, et puis le modèle de Farmer et French aussi. Mais c'était un des tout premiers papiers. L'avantage qu'on avait, c'était un des tout premiers papiers à regarder ça dans ce marché-là. Donc, il y avait pas mal d'études faites, mais comme j'ai dit, bon, ce n'est pas une innovation qu'on apporte sur le marché, mais au moins par rapport au marché de la BFM, je pense que c'était là que notre contribution était en fait, finalement. Voilà, donc ça, on l'avait fait et qui était très intéressant et qui fait que finalement, de nos jours, c'est beaucoup cité ce papier-là, parce que bon, tous ceux qui veulent regarder ces aspects-là, des différents pour expliquer les rendements boursiers sur ce marché, mais dès qu'ils viennent, ils voient notre papier, mais ça fait que bon, ça devient très cité. Et puis avec toute la rigueur qui allait avec, en fait, là, en ce moment-là, c'est ça, malgré la contrainte de données qu'on avait. Et puis le deuxième papier, il est intéressant pour moi parce que
Et toujours aussi avec le directeur général actuellement de la BRVM aussi, et avec un jeune aussi, en fait, là, bon, quand on commençait l'État à Banque Centrale, maintenant il est rendu au FMI aussi, il est rendu au FMI, et il est au FMI actuellement, Désiré Kanga. Et ici, l'idée, c'était de dire, bon, quand vous regardez le marché de la BRVM, actuellement, ils ont 45, 46 compagnies actuellement qui sont listées là-bas, et il y a plusieurs secteurs. Donc, ils font un découpage, en fait, en termes de secteurs, je ne me rappelle plus du nombre du secteur, encore là, j'ai un peu oublié, mais donc, il y a plusieurs secteurs. Pour nous, c'était de voir, est-ce que les entreprises qui se financent à travers ce marché-là, boursier, finalement, est-ce que ce sont ces secteurs et ces entreprises-là qui sont source, en fait, là, de divulgation du risque systémique, finalement, dans l'économie? Voilà. Donc, c'était un peu ça. Et donc, il y a pas mal de mesures du risque systémique qui existent, en fait, là, et puis des mesures très avancées. Et donc, vraiment, c'était de voir pour nous, vraiment, est-ce que le fait de se financer, donc que les entreprises se financent à travers le marché boursier, qui en fait là diffuse l'information bien évidemment et donc dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a un choc, ça se diffuse en fait très vite en fait auprès des investisseurs, la panique et autres. Donc finalement c'était de voir mais est-ce que ça c'est source On vous a perdu. moi je vous entends très bien. Voilà, Oui, voilà, là c'est allô. bon. Là c'est bon, vous êtes revenu. Voilà, Vous êtes bien revenu là. voilà, OK. voilà, c'est ça. Donc justement et là aussi, c'était un des tout premiers papiers, peut-être pour ne pas dire que c'était le premier papier, à regarder vraiment cette dimension aussi, mais dans le contexte de la BRVM, un marché émergent qui n'est pas parfait nécessairement, ainsi de suite. Et donc, on avait fait cette étude-là qui avait été en fait là bien appréciée aussi en fait là là, je pense qu'en fait là en termes de la publication, ça a été très bien apprécié en fait là sur ce papier-là. Donc, ça, c'est ce qu'on regardait. Donc, c'est les aspects de risque qu'on regardait, mais la dimension de risque systémique qu'on regardait en fait là. Le premier, on regardait des dimensions de risque, mais les risques liés, en fait, là, comme au facteur de format effrain, donc le risque systématique ou bien même les risques, en fait, là, liés, en fait, là, les deux autres risques, en fait, là, du modèle de format effrain. Donc, ça, c'était, en fait, là, vraiment au marché boursier. Voilà le type de recherche que, en tout cas, moi, j'ai eu à faire par rapport au marché de la BRV. Voilà. C'est là. Je sais qu'il y a des jeunes qui sont actuellement, qui sont en train d'écouter et qui sont intéressés aussi par ces sujets-là. Et entre autres, je pense qu'il y a un qui regarde en fait là les aspects comportementaux. Et ça, c'est Bien. intéressant, les aspects comportementaux. Parce que je pense que ça permet d'expliquer, parce que si vous regardez le marché de la BFM, quand vous parlez aux gens, les gens vont dire en fait que les investisseurs accordent beaucoup d'importance, par exemple, aux dividendes. Voilà. Maintenant, si vous allez dans la théorie financière, souvent, mais vous savez, il y a toute une théorie par rapport à la dividende où on va peut-être souvent dire que la dividende, finalement, c'est pas si pertinent. Il y en a qui vont vous dire que c'est pertinent, mais quand vous allez dans un marché comme la BFM, le dividende est pertinent. Et peut-être que certaines des explications peuvent aller dans l'explication du comportemental, en fait. Et pratiquement, vous regardez toutes les entreprises qui sont listées dans cette bourse-là payent des dividendes parce qu'ils savent que c'est important pour les investisseurs et ainsi de suite. Mais quand je vais dans la théorie de la finance même, mais il se peut que l'entreprise ne paye pas de dividendes, mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire en fait que son titre n'est pas bon. Mais vous voyez que donc ça, c'est important en fait là, de comprendre aussi la psychologie des marchés avec lesquels vous travaillez aussi. Donc même si vous prenez des études ou bien des choses qui ont été faites ailleurs, mais quand vous les transposez en fait là dans nos marchés, mais il faudrait comprendre vraiment la dynamique de nos marchés. Et c'est là que l'aspect comportemental, je pense que tout sa valeur en fait là, ajoutée en fait là dans des marchés comme les nôtres ici. Donc, ça, c'était par rapport à ces marchés boursiers et puis le risque systémique. Après, à Professeur, côté de vous ça, avez, oui, professeur, vous avez une Oui. question dans le chat. oui, Il y a deux, ok, hein. Donc, Il il y y d'accord. avait a deux même. Georges qui vous demande Mhm. est-ce qu'on peut comprendre un peu les principaux facteurs de vulnérabilité des marchés boursiers africains face aux Mhm. risques systémiques? Ok, Systématiques, pardon. ouais, systématique ou bien systémique, vous voyez, c'est deux choses Systématiques, différentes. systématiques, systématiques, pardon. Ok, voilà, systématique. Bon, en fait, parce que bon, juste pour expliquer un peu à ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion de risque systématique versus le risque idiosyncratique, on se dit en fait que dans une économie, finalement, si vous opérez Il dans dit une économie, systémique. Il dit systémique. oh, Prof. ok, voilà, parce Ouais, que il c'est deux précise. Ouais. choses différentes C'est deux là, choses voilà, systématiques. OK. Oui, 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 c'est deux choses. voilà. OK. Oui. Parce que le Mhm. risque systématique, c'est de dire finalement, mais si j'opère par exemple là, dans une économie, par exemple comme au Ghana, mais je suis exposé carrément à la dynamique de l'économie du Ghana. Donc, quel que soit ce que Mhm. je fais, mais la réalité de l'économie du Ghana m'a fait pareil. Donc, il y a un risque systématique qui est lié en fait au marché du Ghana en tant que tel, que je ne peux même pas diversifier. Par contre, le risque systémique, en fait, là, c'est un risque, en fait, là, ça veut dire que quand c'est un choc, quand ça affecte, en fait, là, quand ça vient, mais tout le monde est affecté finalement, en fait, là, avec ce risque au niveau du système en tant que tel.
Donc ici, en fait, là, ce qu'on voulait regarder, parce que quand ces entreprises-là, surtout dans les différents secteurs, parce que très souvent, on sait que les entreprises du secteur financier qui sont à la bourse, très souvent, vont être source de transmission des risques systémiques, en fait, là, dans l'économie. Et pourquoi? Tout simplement à cause de leur rôle. Si vous prenez les grosses banques, par exemple, mais du fait que ce sont des banques qui prêtent, en fait, à l'économie, donc dès qu'elles sont affectées, mais ça affecte, en fait, là, le financement de l'économie, et donc ça transmet, en fait, là, ces risques-là au reste de l'économie. Voilà. Mais quand vous regardez dans un marché comme la BFM, oui, bien évidemment, les banques et les institutions financières sont listées, mais ce n'est pas seulement que ces institutions financières qui sont listées. Vous avez des institutions dans le domaine agroalimentaire, vous avez des institutions dans d'autres domaines aussi qui sont listées en fait là sur ce marché-là. Pour nous, c'était de comprendre en fait là, en termes en fait là de circulation, est-ce que, par exemple, si je prends au niveau de l'industrie agroalimentaire, est-ce que c'est parce que quand il y a un choc dans, au niveau de l'économie, c'est par exemple des industries dans le domaine agroalimentaire qui font finalement que ça commence là et que ça se propage au reste de l'économie justement pour créer ce risque systémique là. Donc c'était un peu de ces éléments là qu'on voulait voir et justement bon, dans le papier on arrive à montrer en fait les secteurs qui sont en fait là créateurs en fait là finalement de ce risque systémique et qui se propagent au reste de l'économie. Et on est capable même de mesurer un peu comme un peu en fait avec les nouvelles techniques de mesure là, de voir un peu la grosseur en fait là de ce secteur là et puis comment, d'où ça vient en fait là et comment ça se provage d'un secteur à un autre par exemple ici. Voilà. Donc ça en fait là on est capable de le mesurer. Bon, j'ai pas tous les détails actuellement en tête là, mais de mesurer en fait là d'un secteur comment ça fait pour pouvoir se propager au reste de l'économie en fait là en tant que tel quoi. Donc ça c'est des éléments qu'on vient mesurer en fait dans ce papier là. Ouais. Et maintenant pour mesurer le risque systémique, bon, il y a plusieurs façons de le mesurer. Il y a plusieurs mesures vraiment du risque systémique qui ont été avancées dans la littérature. Et on utilise toutes ces différentes techniques-là pour voir finalement si ce qu'on trouve est assez robuste carrément en fonction des différentes mesures de risque systémique qu'on peut mettre de l'avant, quoi, en fait. Il y a une autre question, Mhm. mais la personne n'a pas mis son nom. Je vois plutôt un numéro, OK. 354 708 921. Bon, si vous vous identifiez, n'hésitez pas à prendre la parole. Voici sa question. Est-ce que les IDE épousent le besoin réel de nos économies? Ah non, pardon, je regarde. Oui, il y a ça, oui. Est-ce que les IDE Ah, épousent le besoin réel de nos économies? Oui. OK. Première question de la part de cette personne. Bon, en fait, bon, je pense qu'il faut faire la part des choses aussi, hein. Voilà. Bon, est-ce que ça épouse les besoins réels de nos économies? Bon, moi, je pense que la question n'est peut-être pas forcément à ce niveau-là. Parce que bon, si par exemple, moi je suis un entrepreneur, je suis du Canada, que j'ai identifié un besoin en fait là de financement, que je viens avec l'argent pour aller investir au Bénin, bon, mais le Bénin, pourquoi est-ce que vous allez refuser mon investissement nécessairement? En autant que je le fasse dans les règles de l'art. Donc, que ça épouse les besoins de l'économie béninoise ou pas, parce que moi je viens comme investisseur, en autant que je sois traité comme tout investisseur, si je ne suis pas discriminé qu'on ne me fait pas de faveur particulière, je ne vois pour rien de mauvais dans cela. Donc, ça sera à moi, l'investisseur, de faire mon étude de marché et de voir un peu que c'est bon pour moi d'aller investir dans une économie comme le Bénin et d'aller dans un secteur qui m'intéresse. Maintenant, le pays n'a pas forcément à rejeter cela. Je pense que là où la question que je vois, la question plutôt, c'est de voir quand on accorde des privilèges à un certain nombre d'investisseurs. C'est là que je pense qu'il faut poser la vraie question. Donc, Hmm. est-ce que les privilèges On vous a perdu un peu. économies. Ça, je pense que c'est là que toute la question, en fait, là, se pose, en fait, là, à ce niveau-là. Voilà. Sinon, Hmm. bon, un investisseur qui vient avec ses sous, qui vient là investir dans une économie, bon, tant que c'est dans les règles de là, qu'il n'y a rien d'interdit, je ne pense pas que le pays va lui dire non, retourne avec ton argent nécessairement. Et puis, bon, pourquoi nécessairement? Je ne sais pas si je réponds à la question de la personne, quoi, en fait. Bon, donc pour l'instant, on va voir si la personne lève la main. Ah, mais la personne a une C'est ça. deuxième question aussi. La C'est deuxième ça. question de la personne, c'est quels sont vos résultats issus de l'article avec Désiré Kanga? Vous avez un papier, oui, voilà, c'est le deuxième. Mhm. Mais je pense que vous avez expliqué sur la question du risque systémique, en fait, Ouais, qui était l'idée de regarder quel secteur propageait le risque dans l'économie avec différentes mesures de risque systémique. Je pense que vous avez déjà répondu à ça, je pense. c'est ça. Mais puis, si les gens sont intéressés après par des papiers spécifiques, je peux leur envoyer ces papiers-là de façon spécifique, quoi. Ça, il n'y a pas de problème, Hmm, quoi. Voilà. OK, OK. Parfait. Je pense que c'est tout ce que nous avons comme réaction pour l'instant dans le chat.
à moins qu'il y ait quelqu'un ou une personne qui veut lever la main et euh, poser des questions. Voilà, il y a une main qui est levée, donc je vois Sidibé, Monsieur Sidibé Tidiani. Demain. Allez-y, Tidiani. Ah, d'abord, Monsieur Oui, Sidibé merci, Tidiani, merci, ensuite. professeur Conan. Merci Oui. au professeur Issou Soumaré pour la présentation. J'ai pris le train en marche, mais bon, je pense que la thématique est vraiment intéressante. C'est juste pour voir avec vous au niveau des analyses concernant la BRVM, parce que nous avons constaté évidemment que les marchés, les investisseurs sont beaucoup plus drivés par les rendements et non par le profil des risques en tant que tel. Je vais dire par là la notation, mais ça commence à prendre dans la zone. Est-ce que vos analyses sont allées regarder ces aspects-là aussi au niveau de la BRVM? Merci. Euh, bon, en fait, comme je l'ai dit, en fait, là, ce que nous, on avait regardé, bon, quand on prend, en fait, là, le modèle quand on applique le modèle de Fama et French ou le modèle du CAPM, c'est des composants de risque aussi qu'on vient finalement contrôler, hein. Donc, c'est d'autres aspects de risque, en fait, là, qu'on vient regarder pour voir, malgré le fait que si ces risques-là, on les contrôle, est-ce qu'on se rend compte qu'il y a toujours, en fait, un rendement excédentaire? C'est un peu ça. Maintenant, bon, est-ce qu'on a capté tous les risques? Bon, ça, je ne saurais le dire et autres. Nous, c'était dans le concept spécifique où on contrôlait, par exemple, avec le modèle d'évaluation des actifs financiers, on contrôlait pour le risque de marché et puis on voyait finalement comment les entreprises, les rendements se comportaient parce qu'on suppose que, bah, bon, je pense que c'est un peu prétentieux de supposer que l'investisseur aussi n'a pas intégré un certain nombre de dimensions parce que quand l'investisseur aussi fait ses investissements, mais je suppose qu'il intègre en fait là sa façon de lui, à lui de voir le risque aussi par rapport au rendement qu'il veut avoir. Maintenant, nous, on regarde, est-ce que si je prends le risque de marché, que je l'exclus, mais est-ce que les titres, de la façon dont c'est transigé particulièrement, mais on voit des rendements excédentaires en contrôlant pour ce risque-là. Maintenant, quand on envoie le modèle du format French, ben, c'est d'autres types de risques qu'on vient contrôler aussi. Donc, il y a les risques, en fait, qui est lié, en fait, là, au phénomène de taille, à l'autre qui est lié au phénomène de croissance, en fait, là, qu'on vient contrôler. Maintenant, comme je le disais, ben, il y a, par exemple, il y en a qui veulent analyser aussi encore plus, même incorporer des aspects comportementaux aussi pour pouvoir analyser et puis pouvoir capter d'autres comportements aussi des investisseurs. Mais ça, je pense que c'est très bienvenu, en fait, là, à ce niveau-là, en fait, quoi, c'est ça. Mais comme je disais, vraiment, c'est vraiment à l'aspect de ce que nous, on faisait. Voilà, c'est ça. Maintenant, bon, il y a d'autres risques aussi qu'on n'a pas intégrés vraiment dans ce papier de 2013, là. C'est sûr qu'il y a d'autres risques qu'on n'a pas incorporés. Quand on regarde un peu toute la littérature qui existe sur ces modèles factoriels avec toutes les composantes de risque aussi qui peuvent exister. Mais la chose à laquelle il faut faire attention aussi, comme je l'ai dit, quand on pense à un modèle qui existe dans des marchés ailleurs, comme par exemple là, bon, quelqu'un peut dire, mais peut-être si vous regardez les marchés développés, souvent on va regarder le facteur momentum par exemple. Mais le problème que vous avez en fait en ce moment-là, quand on le faisait, mais avec les données que vous avez et avec la série de données que vous avez, vous n'êtes pas capable carrément d'implanter un modèle avec du momentum. Parce que vos données, c'est pas du tout, ça peut pas se... Donc, souvent aussi, il faut faire attention aussi au marché qu'on analyse aussi, de voir un peu, bon, finalement, qu'est-ce qu'on veut capter et puis est-ce que la structure des données, la nature, en fait, là, la maturité, par exemple, bon, la BFM, c'est un marché qui n'existe que depuis 98, hein. Voilà, donc c'est un marché qui existe en 98. Nous, on l'a fait l'étude en 2013. Et après aussi, quand vous regardez un peu aussi au niveau de la microstructure des marchés, il n'y a pas beaucoup de liquidité aussi sur le marché. Donc, ça veut dire qu'en réalité, quand vous regardez en fait là les prix, vous allez voir peut-être qu'il y a des titres qui sont pratiquement pas transigés dans la journée. Voilà, donc il y a aussi ça aussi qu'il faut voir aussi en fait là. Donc, vous allez vous retrouver avec beaucoup de zéro, rendement zéro et ainsi de suite. Bon, il y a ces aspects-là. Peut-être ça s'est beaucoup amélioré aussi avec le temps aussi. Mais voilà, donc il y a ces dynamiques-là aussi, en fait, qui sont là. Voilà. Donc, Il y avait un autre aspect de la question de Tidiane sur le lien aussi avec la question de la notation de ces entreprises. Parce que je pense que vous l'aviez mentionné au départ, que la notation devient un enjeu assez important. Je crois qu'il y a un acteur ivoirien qui est pionnier sur cette question de notation. Alors, je ne sais pas s'il est plutôt au niveau de la notation pays ouais. et ou entreprise, mais voilà. Donc, il y a, je crois, un aspect comme ça dans la question qui avait été posée. C'est intéressant. Bon, ça va me permettre en même temps de venir sur celui-là et puis je vais en parler, Mhm. puisque les deux sont liés, en fait. OK. Ouais, pour la notation, en fait, quelque part, j'ai un gros biais pour la notation parce que c'était mon travail, en fait, quand j'étais à la Banque africaine de développement. Voilà, donc, Ah, OK, voilà, OK. donc quand j'étais là-bas, voilà, il y avait l'unité de gestion des risques venait d'être créée. Et puis,
Et un des enjeux auxquels on faisait face en fait à la BAD quand j'étais là-bas, c'était que quand vous prenez les classements internationaux, parce qu'en ce moment on avait un certain nombre il y avait Economic Intelligence Unit qui faisait des classements des pays, et quand on prenait les classements internationaux, mais finalement tous les pays africains se retrouvaient dans la même catégorie. Pour nous, ça ne nous aidait pas, parce qu'à la BAD, quand ils doivent prêter par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays comme le Togo, il faut qu'il y ait une différenciation en termes de risque pour dire, bon, finalement, le Togo, vous avez une prime plus élevée que la Côte d'Ivoire à cause de votre niveau de risque, par exemple. Mais quand vous prenez les classements internationaux, mais finalement, vous allez voir que tous ces pays-là se retrouvent dans la même catégorie dans ces classements internationaux. Mais ça, c'est l'objectif, c'était par rapport à leur objectif, en fait, par rapport à ce qu'ils regardaient. Et donc, on avait développé à l'interne un modèle, en fait, là, justement, de classification des pays africains qui nous permettent, nous, d'avoir beaucoup plus d'hétérogénéité en termes de différenciation des pays africains. Et dans la méthodologie qu'on avait développée, on avait l'aspect quantitatif, on regardait des agrégats macro, et puis on avait l'aspect qualitatif, qui consistait à poser aux économistes pays qui connaissaient ces pays-là, mais par rapport à la prospective, en fait. Qu'est-ce qu'ils voyaient par rapport au futur, par exemple, et puis il y avait ces deux classements qu'on combinait et puis on sortait avec. Et après, ça avait commencé quand j'étais là, mais moi, quand j'ai quitté après, ils ont développé aussi un modèle de rating aussi du secteur privé aussi. Donc, des entreprises privées aussi. Donc, juste pour faire la parenthèse, ça fait que, bon, c'est quelque chose, en fait, là, que, comme j'ai On vous a perdu. perdu, Oui, voilà, m'entendez ou toujours perdu? là, vous êtes revenu. Voilà, donc je vais faire le lien avec ces différents papiers que j'ai sur la dette et puis le risque souverain, en fait, là, quelque part. OK. Maintenant, pour revenir, en fait, là, à ces notions, et puis je vais répondre à la question, je vais revenir par lui, par de la notation vraiment des corporates, là. OK. Justement, quand vous regardez au niveau de l'Afrique et quand on regarde avec l'évolution, il y a eu un moment donné, bon, c'est des cycles, hein, il y a un moment donné où un cycle vraiment où on avait un endettement massif en fait des pays avant les initiatives hippiques là, voilà. Donc, où il y a eu une bonne partie de la dette qui a été abandonnée par rapport à des programmes sociaux et autres. Et après maintenant, c'est comme si cet endettement revient encore en fait là. Et donc, il y a tout un débat aussi autour de l'endettement des pays africains. Voilà. Donc, présentement, où beaucoup se questionnent aussi si les pays ne sont pas trop endettés, sont mieux endettés. Bon, vous voyez que chacun a sa position là-dessus. Et donc, c'est un des éléments que nous, on voulait regarder dernièrement, en fait, dans un des papiers. Ce papier 2, là, avec Alexandre Copin, et même aussi ce 3, là, avec des collègues, en fait, là, de Kalo Idja, qui est un des profs en Afrique du Sud, et puis la dame, en fait, qui est son étudiant, qui est au Kenya. Et Alexandre Copin, lui, là, la batte. Ce qu'on voulait regarder, mais finalement, on regardait un peu, si vous regardez le débat actuel, il y a un certain nombre d'Africains qui se questionnent sur les classements des pays africains par les agents de notation. Et les gens trouvent qu'il y a un gros biais dans ces classements par rapport aux pays africains. Et d'ailleurs, même, ils ont même poussé jusqu'à actuellement, les gens veulent mettre même en place une agence africaine de notation financière des pays africains. Enfin, pour dire, en fait, selon eux, ça va régler les problèmes de biais. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc, justement, quand on prend des agents de notation comme Bloomfield, par exemple, dans la zone UEMOA, bon, il y avait un autre, en fait, là, qui était Wara, qui est maintenant été racheté par Moody's. Donc, ça, le nom, c'est JCA Rating maintenant. Voilà. Donc, ça, c'est les deux agences qui notent localement, en fait, là, les pays et puis même les entreprises aussi dans la zone UEMOA. Et puis ailleurs aussi en Afrique, vous avez d'autres, en Afrique du Sud et autres, vous en avez d'autres aussi. Bon, la différence entre ces deux types d'agents de notation, c'est qu'on va vous dire très souvent que les agents de notation locale vont faire de la notation en monnaie locale, tandis que les agences internationales vont faire la notation de façon plus internationale. La différence est vraiment fondamentale. Parce que si vous regardez par exemple un agent de notation comme Moody's, Standard & Poor's et autres, là, quand il vient par exemple pour noter un pays, par exemple, là, si je prends le cas d'un pays, par exemple, là, comme le Burkina, par exemple, qu'elle vient noter, elle va regarder beaucoup plus tôt dans la perspective des investisseurs internationaux et les critères que ces investisseurs internationaux regardent pour avant de venir au pays. Donc, c'est beaucoup plus un peu comme si elle doit aller s'endetter sur les marchés des eurobonds. Eurobonds, en fait, c'est le fait d'aller emprunter sur les marchés internationaux. Par exemple, si le Burkina va sur le marché de Londres pour emprunter en dollars, ça devient des eurobonds. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, elle va regarder dans cette perspective. Mais par contre, si vous prenez une structure comme Bloomfield, qui doit, par exemple, noter le Burkina, elle va regarder dans la perspective beaucoup plus locale. Donc, vous voyez que la perception n'est pas la même du tout. Et donc, elle peut lui donner, le rating peut être beaucoup meilleur que, en fait, là, une agence comme Moody's et ainsi de suite, là, parce que la perception est différente. Et d'ailleurs, on le voit même dans le financement de nos économies. Si vous regardez, par exemple, même les pays qui sont
perçus comme étant trop risqués, mais c'est des pays qui arrivent à lever des fonds sur le marché financier local pratiquement sans problème en fait en tant que tel. Donc ça veut dire que la perception des investisseurs pour le risque est très différente vu de l'extérieur ou vu en fait là à l'intérieur. Et donc c'est important en fait là de comprendre ces deux différences-là. Et ça a un impact, et le rating a un impact aussi sur l'endettement des pays parce que ça vient avoir un impact sur votre coût d'endettement. Donc plus on suppose pas, et bon, en fait, ce que c'est pas, c'est que moi si je suis un investisseur, que vous avez un pays comme le Burkina qui émet. Moi, c'est pas sûr que du Canada, je connaisse le Burkina. Oui, quelqu'un qui est dans la sous-région connaît le Burkina, mais le jeune Canadien qui a grandi n'a aucune idée du Burkina nécessairement. Peut-être il peut taper un peu, faire un peu de recherche. Donc, lui, il va se fier au point de vue d'un tiers, comme Moody's, par exemple, qui va lui dire, ah, mais ce pays-là est bon, voilà les caractéristiques du pays. Et c'est sur cette base-là qu'il va décider maintenant de mettre son argent, en fait, dans le pays. Et c'est là que les ratings, en fait, c'est important et on ne peut pas négliger parce que leur effet important parce que, dépendamment maintenant de ce classement qu'ils vont faire, mais les investisseurs disent, moi, finalement, moi, je peux donner mon argent à ce pays-là, mais en exigeant tel taux qui permet de me couvrir contre, en fait, là, le niveau de risque, par exemple. Donc, c'est un peu ça. C'est la même chose aussi pour les entreprises. Pour lever, en fait, des fonds aussi à un certain niveau aussi, les entreprises peuvent demander aussi de la notation aussi pour pouvoir lever. Mais si vous regardez dans notre zone, il y a beaucoup moins d'entreprises qui se font noter. Voilà, les pays sont beaucoup quand même dynamiques avec ça. Il y a peu d'entreprises, mais de plus en plus, ça se développe. Et je pense qu'on a intérêt aussi à développer aussi la notation d'entreprise aussi de plus en plus aussi, parce que tout ça, ça va avec aussi la facilité de financement aussi, en fait, en tant que tel. Ça se développe, mais à petits pas, mais je pense que ça va venir avec le temps aussi. Donc, ça, pour parler. Donc, ce papier, en fait, là, numéro 2 et puis le 3, était un peu lié à ça. Donc, comme il y avait ces critiques de dire que finalement, quand on regarde l'endettement, en fait, là, des pays, et puis les taux, et puis les pratiques qui étaient là, mais ces agences-là étaient un peu sévères avec les pays africains que les autres. Je vous donne juste deux exemples. Si vous prenez en Afrique, par exemple, là, un des pays les mieux notés en Afrique, c'est par exemple l'île Maurice. Si vous regardez l'île Maurice, vous comparez le rating de l'île Maurice est mieux noté, par exemple, qu'un pays comme l'Italie. OK? Mais si vous regardez le taux d'emprunt de l'île Maurice, il est supérieur à celui de l'Italie. Bon, normalement, quelqu'un va dire, bon, l'Italie est dans l'Union européenne, ainsi de suite, sa capacité, j'ai aucun problème avec ça. Mais si tant est que il est dans l'Union européenne et puis il est bon, mais pourquoi son rating n'est pas bon par rapport à l'île Maurice? Parce que si le rating est censé refléter cela, voilà. Donc, moi, je me fie sur le rating. Et donc, justement, les gens se sont dit, mais c'est pas normal. Si l'île Maurice a un rating meilleur que l'Italie, mais pourquoi est-ce que l'Italie s'endette à moindre coût que, par exemple, l'île Maurice? Ça, voilà un premier exemple. Vous prenez par exemple la Namibie et puis la Grèce. Bon, de l'histoire de ce que je sais, la Namibie n'a jamais fait défaut de sa dette. Donc, il n'y a pas de cas de faillite en fait de la Namibie. Mais la Grèce a déjà fait défaut. Mais comment se fait-il que la Grèce a un coût d'endettement moindre que la Namibie? Voilà, donc vous voyez en fait là, bon, donc c'est pour ça que les gens disent, mais qu'il y a un biais en fait là par rapport, bon, il y a plein d'exemples comme ça que les gens citent et autres. Donc nous, on voulait regarder vraiment si effectivement ces biais-là persistaient en analysant les données et autres. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a fait l'exercice, regarder les différentes régions du monde, ainsi de suite. Puis bon, on trouve effectivement qu'il semble avoir un biais en fait là, au niveau en fait là du coût d'endettement de ces pays. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le papier numéro 2. Maintenant, dans le papier numéro 3, mais quand j'ai rencontré mon collègue Carlo Dia et puis bon, en fait, là, Stella, on s'est dit, mais peut-être poussons un peu plus l'analyse. Si on va chercher peut-être au niveau des matières premières, parce que bon, beaucoup de ces pays-là s'endettent beaucoup quand les coûts des matières premières sont très élevés. Donc, est-ce que si on va chercher ce phénomène, en fait, là, des matières premières, qu'on contrôle effectivement pour ça, mais peut-être que ce biais-là disparaît. Et effectivement, c'est ce qu'on a trouvé, en fait, avec ça. Donc, bon, c'est les mêmes problématiques qu'on allait regarder, mais en envoyant d'autres dimensions aussi pour l'analyser. On vous a perdu un peu. Oui. Voilà. Alors, il y a une main qui a levé. Gaël ça. a une main levée. Gaël, allez-y, Gaël. Il a une main levée depuis longtemps. C'est Gaël, ça. c'est à vous. Oui, bonjour, professeur, bonjour tout le monde, c'est Gaël, comme je l'ai levé la main. Je vous ai suivi, je crois que la thématique dont vous développez fait partie correctement de mes centres de recherche. Et il faut comprendre que je suis doctorant effectivement, mais je me prononce sur les questions des risques liés au système bancaire. Alors ici, ma question est que comment est-ce que vous voyez les risques liés aux banques commerciales? Est-ce que les risques sont également liés aux banques centrales? Parce que d'autant plus, la littérature nous montre que les risques dans le secteur bancaire sont plus accentués au niveau des banques commerciales. Mais d'autres parties de la littérature, à travers, par exemple,
Paya a montré que les taux directeurs trop bas et trop prolongés donc, sont également source de risque systémique au niveau donc, des banques centrales. Un peu. Donc, j'aimerais demander, qu'en pensez-vous pour nous donner une lumière en termes des sources de risque systémique? Est-ce que les sources de risque systémique sont également liées au secteur donc, du banque centrale et également au secteur du banque commercial? C'est cette partie que j'aimerais que vous nous donniez un peu plus de lumière à travers. Alors, ma deuxième question n'est pas si grande question, et vu que votre profil, je vois que tout ce que vous nous présentez rentre correctement dans mes profils, mais vous avez dit tout à l'heure que vous organisez également des séances de formation aussi gratuites en ligne au niveau de votre laboratoire. Et je me demande comment est-ce qu'on peut rester en contact avec vous pour pouvoir obtenir ces liens et partager également dans le labo où je suis pour permettre, parce que je suis dans un laboratoire de finances pour le développement également. Et j'ai eu l'année dernière eu de vos formations à travers vos liens. Vous avez formé sur donc, l'intelligence, machine learning et tout ça. Mais il y a une période que je ne vois plus de ces formations pour y participer. Or, ce sont des formations que je suis aussi et couramment et régulièrement. Dès que je trouve là, je ne tarde pas à les suivre. Et c'est également un plaisir pour moi d'obtenir ces liens et de partager avec les collègues doctorants qui sont dans le domaine donc, de la finance et tout ça. Donc, j'aimerais demander comment est-ce qu'on peut être en contact avec vous pour obtenir ces liens régulièrement afin de vous suivre de près, donc de bénéficier de vos formations au sein de votre laboratoire. Ces temps et donc un peu mes questions, préoccupations. Oui, c'est ça. OK. Bon, c'est bon. Est-ce que je prends l'autre main ou bien je peux y aller pour la réponse? Professeur Soumaré, juste Oui. pour au niveau du timing, il nous reste à peine 10 minutes. OK, d'accord, c'est bon. Non, c'est bon. Voilà, Ça donc peut-être des réponses assez brèves. Voilà, Ouais, c'est OK. ça, exactement. Donc, prof, vous allez aller avec les deux questions de Gaël, les deux volets, et puis peut-être on va prendre maintenant Eden Kalépé. Voilà, c'est ça. Après votre réponse à Gaël, oui. Oui, bon, Gaël, en fait, là, pour le laboratoire des génies financiers, bon, vous pouvez juste m'écrire, hein. En fait, là, c'est assez simple, voilà, c'est ça. Je pourrais le mettre dans le chat tout à l'heure, là. Sinon, si vous tapez même mon nom, en fait, là, sur le net, là, vous allez me trouver très facilement aussi. Sinon, on a le site du laboratoire aussi, mais si vous m'écrivez, je peux vous ajouter même à la base de données de la liste d'envoi, et puis, bon, vous allez recevoir. Comme j'ai dit, ce vendredi même, on a une formation qui vient, la semaine prochaine aussi, on a une autre qui vient aussi, voilà. Donc, on essaie de les diffuser du plus qu'on peut, même moi, sur les réseaux sociaux, mais bon, peut-être que ça peut nous échapper, quoi. Mais c'est juste me contacter et puis, en fait, là, je pourrais le partager avec vous, là. C'est aucun problème. Maintenant, la première question de Gaël qui est liée au risque au niveau des banques, peut-être que je vais juste attendre parce que je vais parler des banques tout à l'heure au niveau de la zone. Voilà. Et je vais pouvoir venir, en fait, là, sur cet aspect-là parce qu'il y a un certain nombre de recherches que nous, on a fait par rapport aux banques. Surtout quand j'ai parlé des banques panafricaines tout à l'heure, là. Je vais revenir là-dessus. Je vois un autre mec qui est levé. C'est ça. Donc, Kalépé. Monsieur Eden Kalépé, s'il vous plaît. Alors, soyez, comme Serge l'a annoncé, on commence à être à court de temps, donc soyez bref dans la question, s'il vous plaît. Allez-y. Eden Kalépé, s'il vous plaît. Ouais, Prenez votre la micro est parole. fermé, hein. Ouais. Oui. Vous êtes fermé, votre micro. Bon, ben, on n'a pas Eden Kalépé. Je vais bien regarder le nom, si c'est bien Eden. Je regarde. Edem Kossi Kalépé. Bon, on l'a pas. Ben, prof, allez-y alors. Voilà, bon, maintenant, un autre élément que je vais mentionner un peu, peut-être un peu rapidement, c'est tout le concept d'inclusion financière. Il y a eu énormément de recherches, en fait, sur ce sujet-là ces dernières années, qui est très haute. Maintenant, les gens essaient d'orienter ça vers la finance durable aussi. Mais c'était, en fait, là, l'idée de dire, bon, et puis, surtout avec il y a une base de données, la base de données de la Banque mondiale sur le Global Findex. Donc, dès que cette base de données est sortie, ça fait que, bon, les richesses sont beaucoup multipliées. En fait, l'idée de cette base de données, c'est qu'ils font des enquêtes, en fait, là, dans pratiquement tous les pays du monde. Ils prennent 1000 répondants à peu près par pays. Voilà, et puis poser pas mal de questions par rapport à l'inclusion financière. Est-ce que vous avez un compte bancaire? Qu'est-ce que vous faites avec? Ainsi de suite. Donc, toutes ces questions-là. Et donc, ça a mené énormément, en fait, là, ça donnait des données aux gens. Et puis, même si vous voulez faire, par exemple, une analyse par rapport à un pays spécifique, mais vous avez des données, vous pouvez vraiment analyser des caractéristiques. Bon, en plus d'autres bases de données, hein, il y a les bases de données, en fait, là, des enquêtes ménages et autres. Mais cette base de données a fait que, finalement, ça a beaucoup démocratisé aussi ce sujet, en fait, là, d'inclusion financière. Et nous, on a eu un financement, en fait, là, bon, de pratiquement 2 millions de livres sterling
par rapport à un sujet pareil avec la Grande-Bretagne pour faire une recherche. On était une dizaine de profs à travers le monde là-dessus et autres. Et on a pas mal de papiers qu'on a produits dans le cadre de ça. À partir de là aussi, on a développé même un summer school aussi qu'on fait chaque année, qui est tripartite de l'Université Laval, l'Université Groningen et puis en fait là, l'Université de Stellenbosch. Et ça va de pays en pays. Cette année, on était à Stellenbosch en Afrique du Sud. L'année prochaine, on sera à Groningen, en fait, là, aux Pays-Bas. Et puis l'année d'après, on viendra à l'Université Laval ici, en fait, là, pour le faire autre. Donc, qui porte sur les sujets d'inclusion financière et puis de croissance ou de croissance durable, en fait, là, dans le contexte. Mais ça, je voulais juste faire un clin d'œil par rapport à ça. Ça, c'est un élément aussi qui peut être beaucoup étudié aussi, tout ce qui est inclusion financière et autres. Ça peut être intéressant. La microfinance, c'est comme je disais, il y a beaucoup d'opportunistes, en fait, là, qui fait. Ça, c'est un de mes amis, en fait, Hubert Chapité Tugwa. Et ça, c'est comme ça qu'on fait aussi développer des liens. Hein. Il est venu une fois ici, en séjour de recherche ici. On ne se connaissait pas. Voilà, donc il a voulu venir en séjour de recherche, il l'a accueilli. Et depuis lors, on est devenus des amis. On produit énormément de papier. En fait, on a pas mal de projets, mais qui portent spécifiquement sur la microfinance. Voilà, donc c'est lui qui m'a... Oui, allô? Oui, allô? Non, pardon. On va couper le micro. Serge, ok, Serge, d'accord. tu peux y aller, c'est bon. Oui. Voilà, donc Oui, c'est lui qui m'a amené vraiment dans le domaine de la microfinance. Et puis bon, nous, on a regardé certains aspects de voir un peu. Parce que la microfinance, c'est intéressant parce qu'on suppose que, si on suppose que la microfinance vise un peu plus les gens un peu plus démunis, qui n'ont pas trop de moyens, ainsi de suite. Donc, on peut se poser la question de savoir, mais finalement, en fonction des cycles économiques, mais comment la microfinance se comporte. Donc, ça veut dire, normalement, quand il y a des récessions et autres, mais peut-être qu'elle se comporte différemment par rapport aux banques traditionnelles, parce que les banques traditionnelles vont regarder des aspects de risque quand ça va. On vous a perdu un peu. De gestion de risque par les microfinances, en termes de comportement au niveau du prêt. Bon, donc on a plusieurs travaux comme ça qu'on a eu à faire en fait ensemble par rapport à la microfinance, qui est très prometteur aussi. Si vous avez des données des institutions de microfinance de façon spécifique, en comptabilité, bon, ça peut être donner des choses intéressantes aussi où on peut regarder plusieurs aspects quand même par rapport à cette idée de la microfinance. J'ai eu à faire des études sur la finance islamique, mais ça, je ne vais pas en Professeur parler. Soumaré, vous avez une main levée. Il y a Serge Nkoum. Ouais. Ok, Serge, allez-y. Oui. Serge Nkoum. Professeur Alors, bon après-midi à tous. Voilà. Bon après-midi. J'ai pris la conférence de cours. Alors, cher professeur, infiniment merci pour tous ces éclairages. Je me retrouve partout, dans tout ce que vous êtes en train de dire. C'est mon domaine, le secteur financier. Donc, vraiment, je ne peux que confirmer tout ce que vous dites. Et comme on dit, personne n'a le monopole du savoir. Nous apprenons tous les jours. Et c'est vraiment passionnant et intéressant de voir tous ces articles, tous ces travaux scientifiques que vous avez produits. C'est encourageant et une fois de plus, nous nous cultivons. Et puis voilà. Alors moi, c'est juste une petite question ou alors une petite doléance. Votre point de vue, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue sur le financement structuré ou alors sur la finance structurée qui est un peu d'actualité ces jours-ci et qui regroupe en même temps la titrisation, la finance durable, la finance digitale. Est-ce que vous n'avez pas de papier aussi là-dessus ou alors est-ce que vous n'avez pas de travaux réalisés? Si oui, j'aimerais bien les avoir concernant la finance structurée parce que c'est dans ça que je suis aussi actuellement pour essayer de produire quelques travaux. Un bonjour à mes chers frères Conan et à Serge. Et voilà, merci beaucoup encore Bonjour, pour Serge. tous ces... Voilà. Bon, pour la petite histoire, Serge Nkoum est le représentant Afrique centrale d'AFA. Voilà. Donc, comme on dit en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit quelqu'un dans l'affaire. Voilà. Voilà. Allez-y, oui, non, c'est intéressant en fait ce que vous envoyez là parce que bon, ça fait partie des nouvelles problématiques en fait dans la zone, comment attirer plus de financement en fait là, surtout si je prends par exemple le domaine de l'immobilier, le financement structuré peut aider aussi parce que ça permet de structurer de telle sorte que en fait la fait une meilleure gestion du risque par exemple, ces éléments-là. Bon, moi j'ai de la recherche en fait là que j'ai faite qui est liée au financement structuré, qui est par exemple tout ce qu'on appelle les concepts de project finance par exemple. Je l'ai fait, en fait, là, des papiers théoriques aussi bien là-dessus. Mais comme ce n'était pas spécifique sur l'Afrique, bon, là, vous voyez que je ne les mentionne pas, en fait, là, particulièrement ici, en fait, là, en tant que tel.
Mais j'ai eu, bon, la finance digitale, actuellement, j'ai pas de papier spécifique sur la finance digitale, mais c'est des choses avec lesquelles je suis impliqué. Peut-être que si vous êtes dans une institution financière, vous serez beaucoup intéressé aussi par la formation que la BCAO donne actuellement sur la finance digitale, qui est très, très complète. Parce que je suis le responsable académique, en fait, là, de cette formation. Enfin, moi, je suis directeur académique, mais c'est la troisième cohorte actuellement qui est en train de se former. Ils le font aussi avec ATTF, en fait, là, au Luxembourg. Et c'est très, très complet, en fait, là. C'est une formation qui est donnée, et puis après, à la fin, les participants doivent développer et faire un projet de recherche, en fait, qui doit produire, et puis faire une soutenance, et puis après, avant d'avoir le diplôme et autres. En tout cas, je vous conseille, si vous ne connaissez pas ça, je vous conseille à le regarder de près, parce que c'est une très bonne formation, en fait, là, qui donne, c'est très, très complet, là, en fait, là, par les formateurs qui le donnent, quoi. En fait, là, c'est sur la finance digitale de façon complète, là. C'est la troisième cohorte actuellement. Bon, la cohorte a déjà commencé, mais si vous avez interprété, c'est la quatrième cohorte, fort probablement, qui va commencer l'année prochaine, quoi, en fait. Bon, ça, c'est ce que je peux dire sur cet aspect-là. Voilà. Il y avait une main levée. Kossi avait une main levée, mais qui est. Bon, ok. Donc, Serge Nkoum a toujours la main levée. Est-ce que. Non, je Ah, l'ai non, ça, baissé. il a baissé. Je Ok. l'ai baissé, là. Ok. Donc, si je vais aller sur les banques panafricaines et puis ça me permettra Mhm. de terminer. Bon, j'avais la finance islamique, mais bon, ça, je passe là-dessus. La finance islamique aussi, Mhm. ça arrivé pour moi pas opportuniste aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça a commencé, ce sujet il était très haut. On avait l'association des étudiants musulmans ici à l'Université Laval qui m'ont sollicité pour voir si je pouvais venir en parler. Bon, j'ai donné une conférence là-dessus. À partir de cette conférence, j'ai décidé de ce que j'avais donné comme conférence, de prendre le papier et puis de faire un papier publié quand même parce que je trouvais qu'il y avait de bonnes informations là-dedans. Et bon, c'est comme ça que je me suis retrouvé là-dedans. Après, j'ai eu des collègues dans les Émirats, voilà, avec qui, bon, on a produit un certain nombre de papiers par rapport à ça, en fait, là, la finance islamique à un moment donné. Mais ça, je vais terminer, en fait, là, avec les banques panafricaines, parce que je trouve quand même que pour l'intérêt, en fait, du public, ça peut avoir beaucoup d'intérêt. Parce que, comme je l'ai dit, si vous regardez actuellement l'évolution des banques dans plusieurs de nos pays, surtout nos pays francophones, vous allez voir que les banques qui dominent actuellement l'activité bancaire ne sont plus les banques, en fait, là, françaises principalement. Parce que, bon, dans nos pays francophones, il faut le dire, les banques qui dominaient étaient les banques françaises, mais maintenant, ce n'est plus les banques qui dominent. On a la montée en puissance de pas mal de banques qui sont des banques soit nigériennes, du Nigeria. Bon, si vous allez vers l'Afrique de l'Est, des banques kenyanes. Si vous allez vers l'Afrique du Sud, les banques sud-africaines, les banques marocaines, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle les banques panafricaines. Donc, c'est des banques avec de l'actionnariat qui vient des pays africains et qui ont pris le dessus, en fait, là, sur vraiment les autres banques qui existaient. Donc, nous, les questions qu'on essayait de se poser, c'était de dire, mais est-ce que le fait qu'on a la montée en puissance de ces banques-là, qui sont avec de l'actionnariat, qui viennent souvent de pays africains de milieux similaires, mais est-ce que finalement ça améliore le crédit? Est-ce que ça envoie peut-être plus en termes de stabilité dans ces marchés? Donc, quelqu'un qui parlait tout à l'heure par rapport à l'aspect du risque, on regardait un peu comment ça affecte la stabilité bancaire, en fait, là, dans les différents pays. Nous, on regardait les pays de l'UEMOA particulièrement. On a collecté, Désiré, dans le cadre de sa thèse, avait collecté les données manuellement à partir des rapports de la BCAO. On avait pu constituer une base de données des différentes banques. Voilà, et puis donc, à partir de là, mais ça nous a permis de faire cette recherche-là. Donc, pour les jeunes qui sont là aussi, je pense que souvent, il faut mettre du sacrifice aussi pour pouvoir collecter des bonnes données aussi. Ça aide énormément après et ça, vous allez avoir des données qui ne sont pas publiques de tout le monde. Si quelqu'un veut le faire, il faudrait qu'elle fournisse énormément d'efforts aussi pour les avoir et ça permet d'aborder des sujets qui ne sont pas nécessairement des sujets qui sont traités en fait là par tout le monde. Je vais terminer juste là-dessus en fait là avec la conclusion. Voilà, et puis après maintenant, bon, s'il y a des points de discussion, je pense en fait que les champs d'application, en fait, là, sont larges et variés en Afrique, à l'image même des enjeux du continent. Donc, il y a pas mal de sujets qu'on peut aborder. Cependant, la disponibilité des données pourrait être un grand enjeu. Voilà, donc ça peut être un enjeu. Mais en même temps, il ne faudrait pas que ça nous freine. Moi, je pense que les jeunes qui sont là, qui essaient de faire la recherche aujourd'hui, dans les pays où on a plus de données, c'est ce que les gens ont fait. Les gens ont collecté les données. Donc, il faut que les jeunes se mettent aussi à vouloir constituer des bases de données qui peuvent servir aussi. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis, je pense aussi qu'il faut se familiariser aussi avec les nouveaux concepts aussi qui sont beaucoup, en fait, là, d'actualité aussi. Financement durable, finance climatique. Bon, quelqu'un a parlé de des applications des techniques de machine learning et d'intelligence artificielle aussi de plus en plus. Comment est-ce que ça peut aider aussi dans la recherche aussi, en fait, là, au niveau du continent. Et puis, bon, pour ceux qui sont intéressés par des sujets de recherche. Voilà, donc voilà principalement les choses que j'avais à couvrir. Voilà, je pense que, bon, on est passé au travers des
principaux points, mais la présentation, je vais la partager avec vous aussi, en fait, là, et puis vous allez pouvoir peut-être partager avec les différents collègues qui sont connectés aussi. Et puis bon, donc je pense que je vais m'arrêter là, et puis s'il y a des questions, en fait, là, les gens qui voulaient poser des questions peuvent poser leurs questions, si vous le permettez, bien évidemment, voilà. Merci beaucoup, prof. Merci beaucoup. Alors, il y a quelque chose que je remarque, c'est que quand même, c'est très intéressant puisque vous avez une relation avec Hubert, qui lui-même est en compta, je crois, et C'est plus ça, particulièrement exactement. en audit. Exactement. Donc, vous arrivez donc à quand même travailler avec des gens de la communauté comptable finance. Donc, oui, merci beaucoup. Il y a effectivement beaucoup de perspectives qui peuvent s'ouvrir pour des gens qui s'intéressent à la finance ou pour des gens qui s'intéressent à des problématiques macro dans l'analyse des choses comptables et financières. Donc, vraiment, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant qu'on ne se quitte? Question dans la salle. Alors, n'hésitez pas à lever la main. Juste 2 ou 3 choses. Je vous ai mis, les participants, je vous ai mis le profil et le contact du professeur Issoufou Soumaré. Ok, super, Oui. Voilà, merci bien. donc vous pouvez si vous pouvez lui écrire. C'est Donc ça. Serge Nkoum, pour ta demande, je t'invite à écrire directement au prof. Donc là, tu as son mail, tu as son... Vous allez juste sur Google, vous tapez son nom, prénom, et vous tombez sur sa page, en fait. C'est aussi simple que ça. Et vous avez C'est son noté. contact. Merci beaucoup, Voilà, cher je prof. t'en Merci, prie. c'est noté. Et deuxième chose, pour ceux qui ont demandé le certificat, je tiens à rappeler que le certificat ne sera adressé qu'aux personnes à jour de leur cotisation de $30. C'est juste ça. Donc, on prend encore, on prend, prof, vous nous accordez 2 minutes pour des questions Oui, bien encore? sûr, non, bien sûr, allez-y, Oui. ouais. Donc, si vous avez des questions, Oh, c'est Fidèle Djemisi. Allez, allez-y, Fidèle. Allez-y, prenez la parole. Fidèle, allez-y, prenez la parole. peut-être que son micro a un souci. C'est ça. Ouais, je regarde. Est-ce que son micro, ou alors il a écrit, je vois ce qu'il a écrit. Attends, je revois S'agissant de la ici. finance, il dit s'agissant de la finance structurée, est-ce que le contexte africain est propice pour la recherche dans ce champ? S'agissant de quelle finance, vous dites, répétez s'il vous plaît? Il parle, s'agissant de la finance structurée, est-ce que le Ouais. contexte africain est propice pour la recherche dans ce champ? Oui, tout dépend en fait là je dirais en fait tout dépend en fait, c'est propice, mais tout dépend de la façon dont vous voulez l'aborder, en fait. Voilà, je vois pas pourquoi, parce que la finance structurée, on en a besoin énormément, en fait, là, par rapport au financement de plusieurs secteurs, hein. Si vous prenez, par exemple, le secteur de l'immobilier, et il y a pas mal d'initiatives aussi présentement aussi. Si vous regardez même, il y a les, les fonds titrisés, là, en fait, là, les instruments titrisés, il y en a qui sont même cotés à la BRVM aussi. Donc, ça se fait. Il y a une pratique qui se fait actuellement. Peut-être qu'elle peut être encore améliorée, peut être boostée aussi. Donc, oui, moi, je pense que maintenant, la recherche aussi, on n'est pas seulement obligé de prendre les données aussi. Ça peut être du théorique aussi. Donc, quelqu'un peut aussi, dans le contexte, avoir un modèle théorique pour expliquer un peu comment est-ce que les choses aussi peuvent se faire aussi. Non, moi, je trouve que c'est approprié. Maintenant, c'est l'angle d'attaque, en fait, là, peut-être qui va être différent, en fait, là, de ce qui se fait peut-être sur les marchés développés, en fait, des marchés développés. Alors, je regarde dans le chat, il y a Issouf. Non, non, ah non, pardon. Le lien pour s'inscrire, oui, non, le lien pour s'inscrire donc à la formation dont le prof a parlé est là maintenant. Donc, vous avez, c'est le dernier lien, il est là. Donc, vous pouvez regarder ce lien pour vous inscrire à la formation dont il a parlé. Il y a des gens qui demandent aussi l'adhésion à l'association, mais en fait, c'est relativement simple, comme n'importe quelle association. C'est jamais le lien. Vous partez sur le lien de l'association AFA et vous allez pouvoir cliquer sur des liens d'adhésion. Voilà. Donc, vraiment, par contre, oui, Et, Serge, oui. ceux qui participent aujourd'hui à l'atelier, je suis désolé, le mail que vous avez reçu avec le lien pour être là aujourd'hui, j'ai mis le lien d'adhésion là-dedans aussi. Donc, prenez le temps aussi de lire les mails. Vous avez le lien d'adhésion qui est dedans. Donc, prenez le temps de lire les mails. Donc, ça a été déjà envoyé 2-3 fois. Donc, lisez le mail et vous aurez... Voilà. Alors, une question, donc ça va être pour Serge. On va dire c'est pour nous, mais je Oui, vais dire c'est vous pour Serge. avez les attestations, vous ne les aurez pas avant 10 jours. Donc, vous avez encore quelques jours, une semaine pour vous inscrire si vous voulez des attestations de cet atelier-là. Sinon, ça sera le prochain. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Alors, je sais que Serge a été très humble en se présentant, Serge Nkoum. Alors, il faut savoir, prof Issouf, c'est que Serge aussi a des responsabilités en banque centrale.
Ok, ok, dans l'espace central, ok, dans En l'espace Afrique central centrale, là-bas. au Donc, Cameroun. voilà, ok, au d'accord, Cameroun. c'est ça. Ok. Voilà. Non, mais en fait, il est à niveau Voilà. régional. Pour, Voilà. voilà. Pour la petite histoire, effectivement, je suis en service au ministère des Finances et je suis en même temps Mhm. commissaire à la commission bancaire de l'Afrique centrale. Donc, j'ai double Ah, casquette. En Ah, même ok. temps, autorité monétaire au ministère des Mhm. Finances et autorité Mhm. de supervision au Mhm. niveau de la COBAC. Et puis, Ah, j'ai ok. écrit beaucoup de choses sur le secteur financier, notamment sur les microfinances. J'ai un Mhm. Ok. deuxième ouvrage qui est sorti sur les Mhm. banques également. Et là, je suis en train de finaliser le troisième ouvrage, effectivement, sur la digitalisation Ah, en ok. zone SEMAC. Voilà. Donc, Ah, ok. voilà un Ah, peu la casquette que je pouvais ajouter par rapport à ce que mon cher Conan disait tout à l'heure. ah, ok, Serge, tu je vois suis très en train. bien que voici la connexion qu'il fallait avoir par rapport à C'est notre ça. conversation en Ouganda. Effectivement. Donc, à mon avis, Effectivement. voici ton interlocuteur privilégié, je pense. Ouais. Je viens de lui, j'étais en train de lui laisser un mail là. Je crois qu'on Ok. va Mhm. rester en contact et nous allons échanger. Peut-être pourquoi ne pas écrire un article ensemble puisqu'il veut s'intéresser au digital. J'ai beaucoup de données là. Absolument, J'ai Ah, absolument, ok, presque absolument. super. finalisé même et Ah, je ça pourrais peut me être rapprocher intéressant, ça. auprès de lui. Ah, ok, Mhm. Voilà, ah, il n'y a mais pas de super. souci. Alors, Bon. prof, Et on a Voilà. une question de M. Mhm. Zongo qui dit, Mhm. quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui souhaiterait s'intéresser à l'influence des modes de financement formels ou informels sur la durabilité des micro-entreprises informelles? Donc là, vraiment, on voit une question là qui connaît vraiment cette dimension macro avec la dimension micro dont je parlais là. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, là, bon, avec les entreprises dans le domaine formel, ça, c'est vraiment des pistes d'avenir Mhm. très prometteur parce que il suffit de regarder un peu la structure de nos économies. L'informel domine énormément et puis on ne connaît pas trop sur l'informel et on n'arrive pas toujours à avoir des solutions pour pouvoir vraiment s'attaquer aux problématiques vraiment du secteur informel. Donc, pouvoir faire de la Mhm. recherche sur vraiment le secteur informel, les entreprises du secteur informel et puis surtout, en fait, là, les éléments, en fait, là, de leur financement, je trouve vraiment que, en fait, là, ça, c'est vraiment un truc. Mhm. ça On marche. vous a perdu un peu. Conan, on va faire la photo. Ça marche, oui, ok. Et je trouve. Plusieurs façons de l'aborder. Bon, maintenant, je suppose que vous savez, il y a la base de données, par exemple, de la Banque mondiale sur l'enquête de la base de données mondiale sur les entreprises, en fait, là, les PME et autres, là. Donc, qui contient, en fait, là, quand même, je pense qu'il y a les entreprises informelles là-dedans aussi. Il y en a qui l'exploitent aussi pour pouvoir faire un certain nombre d'analyses. Maintenant, ce genre de base de données aussi, vous pouvez être très limité par rapport à, si vous voulez, il y a certains aspects que eux n'ont pas captés à travers leurs enquêtes. Donc, vous, comme on parlait en fait là du travail qualitatif ou autre, ça peut être des choses intéressantes à regarder aussi, à faire vos propres collectes de données. Ça peut se faire à travers des enquêtes, vous pouvez regarder un échantillon, regarder beaucoup plus de dimensions et puis essayer de collecter en fait là de l'information que vous allez pouvoir analyser en fait là à votre niveau aussi là. Et ça va donner vraiment des éléments en fait là, très très intéressants et qui vont beaucoup intéresser les gens parce que c'est une problématique, c'est une réalité qu'on vit et on n'a pas beaucoup de réponses là-dessus et on n'a pas beaucoup de recherches là-dessus aussi. Pourquoi? Parce que les données, justement, c'est informel à cause des problèmes de données aussi. Et puis, même s'il y a des réponses là-dessus, mais une réponse par rapport à une autre enquête ne vont jamais être les mêmes aussi. Parce que c'est des réalités souvent complètement différentes aussi. Ça, je pense que c'est des choses qui peuvent être. Mais ça va vous demander de faire des efforts, de collecter des données et puis de mettre du temps, en fait, là aussi, à collecter de l'information de qualité à votre niveau, quoi. C'est parfait. Alors, Monsieur Zongo, si vous pouvez lever la main, si vous voulez rajouter là-dessus par rapport à la réponse du prof. Bien, alors, Serge est un peu occupé, mais voilà, on a une tradition ici, c'est qu'on ouvre, s'il vous plaît, les caméras pour faire des photos de groupe, OK. puisque on va faire des posts sur LinkedIn. On vit dans l'air du temps, il faut vivre dans son temps et dans son moment. C'est Donc, ça. voilà. Donc, s'il vous plaît, ouvrez vos caméras pour ceux qui en ont, pour qu'on puisse OK. faire. On voit Adélaïde. Ah, enfin, voici Adélaïde. Prof, Je- Prof Marie, est-ce que vous pouvez mettre votre page de garde de tout à l'heure, hein, de votre Oui, bien présentation, sûr. juste Oui, pour bien que sûr. j'ai ça en fond, OK, s'il OK, vous c'est plaît? ça. OK, je vais la mettre. Merci beaucoup. OK. Donc, Attendez, je vais juste. j'ai des questions sur les modalités pour adhérer à l'association. Il faut juste payer. Vous allez sur le lien et puis c'est intuitif, vous mettez nom, prénom, il vous demande de payer et vous payez, c'est tout. Et derrière, moi, j'aurai les fichiers de ceux qui ont payé et ceux-là auront les attestations. D'accord? Donc, j'ai reçu des D'accord. mails dans ce sens. C'est pas plus compliqué, c'est très intuitif, hein.
Super, Le, merci, le, prof. le- mais le C'est plein ça, écran arrive, je crois, hein. Oui, Voilà, c'est Parfait. là, tu ça. as le plein écran. Voilà, Je suis en train de voilà, faire le plein d'écran. Voilà, allez-y. Super, voilà, c'est c'est bon, ça. c'est bon. Voilà, Je c'est l'ai ça. pris. Maintenant, on va l'enlever pour que je puisse prendre les autres en photo. Si vous pouvez juste enlever le plein écran, prof Soumaré. Ok, ok, d'accord. Voilà, comme ça, je vais prendre tout le monde. Super. Parfait. OK, de 1. On Donc peut ça, faire un grand sourire. c'est pour LinkedIn, hein. Comment? Ok. On peut faire un grand sourire. Ah oui, Ah oui. oui, 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 absolument. Ouais. Donc, alors, n'hésitez pas aussi pour ceux qui ne sont pas encore sur LinkedIn, soyez sur LinkedIn parce qu'il y a des infos aussi qu'on passe là-bas. Comme ça, vous pouvez voilà, être dans la boucle des informations que nous diffusons aussi. Parfait. Voilà. Donc là, comme on l'a dit au début, n'oubliez pas, le congrès de l'association, ça sera à Johannesburg, d'accord, début septembre. Donc commencez à écrire vos papiers. La date de soumission, Voilà. il me semble, ça sera sûrement en avril, fin avril par là. Aussi bien l'atelier doctoral que pour un papier. Et voilà. Donc n'hésitez pas à commencer à préparer vos ateliers, vos papiers plutôt, et l'avancement de vos thèses, de votre thèse pour le congrès annuel qui aura lieu à Johannesburg en septembre 2026. Mais il faut soumettre avant avril 2026. D'accord? Donc, commencez à vos plumes et on reviendra vers vous et pour d'autres activités liées à la fin. Voilà. Je En tout reconnais cas, beaucoup, merci beaucoup de beaucoup. visages. Ouais, Abdou Oui, Diouf, Diallo, Asoba. voilà, Merci beaucoup. Merci Adélaïde. Ah, Rouba, Rouba, Khan. Madame Khan. Oui, Madame Madame Khan. Khan. Donc, peut-être il y a de Ça va? nouvelles personnes, peut-être que j'avais pas, peut-être Monsieur Niépé, non, Monsieur Niépé, Paul Hubert, peut-être vous êtes nouveau sur la plateforme ou peut-être que, voilà, oui, votre micro est décoché, vous pouvez prendre la parole. Ah, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. C'est un réel plaisir et une grande joie de me joindre à vous. Le thème m'a beaucoup intéressé. Monsieur Soumaré, c'est quelqu'un que je Oui. suis depuis un bon moment. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis au Trésor public de Côte d'Ivoire. Ok, ok. Et voilà, en tout cas, j'ai été beaucoup édifié par toutes ces informations partagées parce que je compte aussi préparer une thèse très bientôt. Et donc, ces informations-là sont précieuses pour déjà le choix du thème et les différentes orientations. Et je crois que ça m'a donné beaucoup d'idées. Ça m'a enrichi dans le choix du thème surtout. Bon, comme disait Merci beaucoup. Philippe en démarrage, l'idée aussi, c'est qu'on arrive à produire. Donc, vous avez là vraiment, si les sujets dont il a parlé vous intéressent, voici donc un interlocuteur privilégié qu'il ne faut pas hésiter à contacter pour